Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chaîne de rapport data phyto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse d'une nouvelle armée dans Age of Sigmar, à savoir les Luminettes. On est dans un pari, puisque l'arrivée d'une nouvelle armée dans un jeu est toujours compliquée, que ce soit par rapport à son univers graphique que à son gameplay. Là, toi, qu'est-ce que tu t'attendais justement des Anges de la Lumière, des fils de Teclis, dans l'univers d'AOS? C'est la première armée réellement typée elfe qu'on avait, parce qu'on a eu beaucoup d'armées d'elfes, que ce soit les Sylvanettes, les Idonettes, mais qui à chaque fois avaient un design très très fort. Idounet. Oui, non, Idonettes. Et là, c'est la première fois qu'on retrouve ce qu'étaient les anciens hauts elfes, afféodés au royaume de la lumière. Alors la nouveauté pour rentrer un peu dans la high fantasy qui est Age of Sigmar, c'est qu'ils ont la présence des esprits. La petite doléance, c'est qu'on attendait les 4 esprits majeurs, des 4 éléments, et on a dans ce Battle Tome que la montagne. À voir ce qu'on aura pour la suite. On peut donc imaginer que d'autres vont les rejoindre pour présenter une vraie faction, puisque ici on a un petit peu la doléance des nouvelles armées sur AOS, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées. Moi vraiment le point positif que je vais avoir, c'est que l'univers est super bien traité. Pour justement les personnes qui avaient émis des doléances, et j'en fais partie sur End Time où certains personnages avaient fait prout, alors que pour le coup on les aimait depuis des années, là ils ont réussi à démêler les nœuds et à nous ramener justement ces personnages charismatiques, ou en tout cas dans l'univers qu'on aime. Au niveau du gameplay, c'est un Battle Tome qui est très difficile à positionner, parce que certes il y a peu d'entrées, mais on est capable de faire beaucoup de choses. On peut faire de la saturation sans reine, on peut faire beaucoup de mortels, on a une bonne magie mais qui est très dure à lancer. Certes on peut jouer Teclis, mais ça reste quand même très difficile à positionner quand on voit aujourd'hui justement les armées qui eux vont être très spécifiques avec une chaîne mortelle, une chaîne de saturation ou une chaîne de tanking. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ces premières semaines de lecture? Justement, ce que tu dis, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a peu d'entrées, mais il y a, mine de rien, beaucoup de manières de jouer le Battle Tome. Et je pense qu'il va être difficile de trouver la bonne symbiose, en fait, entre différentes unités. La plupart du temps, ce qu'on a tendance à faire quand on a un Battle Tome avec très peu d'entrées, c'est de trouver le War Scroll qui se dégage un peu du Battle Tome, et là il a été assez facile à identifier, et de le jouer beaucoup de fois pour créer une armée, ce qu'on appelle typiquement le spam. Je pense que c'est pas forcément la vraie manière de jouer... Pas le spam ici. Non, pas le spam ici. C'est pas forcément la vraie manière de jouer les Luminettes. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher avec justement les armées OF, peut-être qu'on avait l'habitude de les voir, des phalanges de lanciers, des unités d'élite, de la petite cavalerie qui va faire de la prise de flanc. On a 2 gros monstres aussi qui sont arrivés. Donc je pense que ce Battle Tome a plusieurs niveaux de lecture et qui va être assez intéressant à jouer et à affronter. On se lance donc à la découverte des Luminettes. Ici, on est sur un bouquin magnifique, qu'avec des nouveaux visuels, qu'avec des nouvelles histoires, donc ça c'est juste génial. Là, on a la version collector en plus qui est magnifique, la reliure est en doré, vraiment c'est un livre qui est très 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 noble. Les figurines aussi, on est vraiment encore une fois sur ce qui se fait de plus fou au niveau de la sculpture et de la technique derrière, puisque on va avoir des figurines très élancées avec des lances qui font plus de 3 pouces. On est quasiment à taille réelle par rapport à l'élance qu'à la figurine au niveau de ses règles. Et ça c'est très appréciable. Après, en termes de gameplay et vraiment d'innovation, c'est la première fois aussi où on va retrouver des unités qui, à partir d'un certain nombre d'effectifs, deviennent justement des lanceurs de sorts, ou en tout cas que quasiment 100% de ces lignes ou des entrées hors personnage le sont. Qu'est-ce que t'en penses toi déjà en termes de représentativité sur le champ de bataille de puissance? On avait assez souvent des petites unités à droite à gauche dans les Battle Tome qui étaient capables de lancer des sorts. Je pense aux Doomfire Warlock chez les Docs ou aux évocateurs chez les Stormcast. Là, pour ancrer en fait l'ADN de la magie, ils ont effectivement 2 domaines de magie qui sont assez puissants, mais avec des valeurs de lancement qui sont compliquées à lancer, ce qui va vraiment induire un gameplay intéressant aussi, parce que comme tu disais, toutes les unités ou presque sont capables de lancer des sorts, dont le sort signature de l'armée qui sublime la lumière de leurs armes et qui les rend justement, comme tu disais, capables de saturer à la mortelle et qui est vraiment très fort. Sur table, ça se traduira par sublimer le cul de votre adversaire avec des BM. C'est un peu ça, donc parfois à distance. Mais voilà, la magie est vraiment ancrée dans l'ADN de l'armée, que ce soit au niveau du fluff, au niveau de son gameplay sur table, ça c'est assez appréciable. Il n'y a pas de réelle révolution de manière de jouer une armée trompeusement élitiste, mais elle a quand même son ADN qui est assez proche, notamment au niveau de ça, et la séparation entre les Alarites, donc issus de la montagne, et les Vanari, qui sont les descendants des Elfes classiques. C'est bien que tu aies mis aussi le point justement sur le positionnement faussement élite de l'armée, puisqu'on pourrait s'imaginer elfes de lumière, quand on commence à regarder certains coins en point, on se dit on va jouer 40-50 figurines. Alors ce qui est rigolo, c'est que le paradoxe, c'est qu'on peut en jouer 6-7, avec justement que des gros monstres, Teclis au centre, ce qui sera que pour le narratif, on va dire ça comme ça, avec des frustrations aussi au niveau de l'art de mouvement, on a des petites incohérences par rapport à la taille de ces figurines, mais on va aussi pouvoir se retrouver soit en compétitif, soit dans une liste un peu typée Wild Dwarf, avec entre 60 et 120 figurines. Ouais, on peut aligner des grosses phalanges de lanciers avec des archers derrière et monter, comme tu disais, à facilement 120 figurines pour à peu près 1500 points, ce qui nous laisse la place de jouer des héros derrière. Petite doléance aussi au niveau des profils de héros, il nous manque un héros générique, cavalier ou vraiment meneur elfe. On a beaucoup de personnages nommés et très peu de héros qu'on peut customiser nous-mêmes, uniquement 2 entrées. Mais voilà, comme tu disais, il y a peu d'entrées dans le Battle Tome, ce qui ouvre la porte à peut-être des développements futurs sur les éléments qui sont pas là, vu que là on a que la montagne.
On va maintenant rentrer dans le dur de ce Battle Tome en parlant de l'allégeance. On va avoir une allégeance globale elfique qui va nous permettre d'avoir justement des petits points claqués sur chacune des entrées, des règles spécifiques et aussi des sous-allégeances dépendamment des mots-clés justement des figurines qu'on va jouer. Ici, on va se retrouver avec deux factions, les Vanari qui sont, on va dire, les hauts elfes génériques et les Alari qui, eux, pour le coup, sont issus directement des montagnes. Ça va se traduire en tout cas pour les traits génériques comme traits de bataille, puissance des luminefs, réserve d'éther quartz. C'est simple, chacune des unités va partir avec un pion d'éther quartz, elle pourra le claquer dépendamment des phases, on ne pourra le faire que pour une unité par phase, donc on ne pourra pas le spam, même si on va voir qu'il y a un petit moyen de détournement avec un host, et à partir du moment où on le fait, on acceptera d'avoir -1 en bravoure pour tout le reste de la partie. Mais pareil, on va voir que derrière, on va pouvoir l'esquiver. On va avoir comme potentiel Ether Quartz réflexe accru. Vous pouvez dire qu'une unité va utiliser cette aptitude quand elle est ciblée par une attaque ennemie. Si vous le faites, ajoutez 1 au jet de sauvegarde contre les attaques qui ciblent l'unité jusqu'à la fin de la phase. Tir et corps à corps, ça n'est pas précisé. Ensuite, on va avoir sens accru. Vous pouvez dire qu'une unité va utiliser cette aptitude quand elle va tirer ou combattre. Si vous le faites, ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques de l'unité jusqu'à la fin de la phase. Pareil, tir corps à corps, phase ennemie ou ennemi. Poussée magique, vous pouvez dire qu'une unité va utiliser cette aptitude après qu'elle a tenté de lancer un sort, mais avant que tout jet de dissipation soit effectué pour ce sort. Si vous le faites, vous pouvez ajouter 1 ou relancer ce jet. Très intéressant au niveau de la cinématique, parce que là, pour le coup, il faut que je fasse 5, je fais 5. Est-ce que je préfère ajouter 1 pour passer à 6 et donc il te faille un 7 pour contrer, ou est-ce que je relance tout simplement? Beaucoup de latitude de jeu assez intéressante là-dessus. La première. La deuxième. Et toi, oui. Sagacité magique, vous pouvez dire qu'une unité va utiliser cette aptitude au début de votre phase des héros. Si vous le faites, l'unité peut tenter de lancer un sort supplémentaire à cette phase. Pareil, intéressant, c'est au début de la phase de héros. Donc si on crame son petit Ether Quartz, on ne sera pas capable d'aller chercher le +1 ou le reroll. Ça, c'est aussi intéressant. Quand on a vu la règle, il y a mon ami Tim, là, tu sais, qui joue Caradron, qui était passé sur la chaîne faire un rapport de bataille, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, c'est marrant, j'ai l'impression que les elfes ont encore volé les nains. C'est vrai que ça ressemble énormément à l'éther or des Caradrons, jusqu'à le -1 en braverie que tu t'affiches. Après, les effets sont un tout petit peu plus différents, et encore une fois, comme la magie est l'ADN de l'armée, t'as quand même 2 effets sur 4 qui sont basés sur la magie. Donc un qui est assez fiable, l'autre qui est un peu plus gamble, donc encore une fois, ça dépend de la manière dont vous voulez stabiliser vos armées. Pour les 2 autres effets, le plus en sauvegarde est extrêmement fort. Heureusement, il dure que pour une phase et pas que pour un tour, parce que sinon, on retournait dans les doléances classiques. On va voir qu'on peut avoir des unités, notamment celles issues de la montagne, qui peuvent vite devenir très tankées et ignorer pratiquement toutes les reines. Donc, quand on sauvegarde à 4+, ils peuvent passer à sauvegarde à 3+, c'est fort. Et la deuxième, le +1 pour toucher, serait très correct dans n'importe quelle autre armée. Ici, une autre ADN de l'armée, c'est de faire des mortels sur des 6. Et la plupart des unités Vanari ont un sort signature qui permet de faire des mortels sur des 5-6. Mais encore une fois, c'est du 5-6 non modifié. Sachant que c'est des elfes, ils ont quand même une bonne valeur de touche de base, assez souvent du 3+. Claquer cet Ether Quartz qui va être très important, sachant que c'est aussi des unités sorcières, donc ils auront peut-être besoin pour lancer leur sort. Pour donner le +1 à la touche, je pense que c'est le moins bon des 4 effets. Mais encore une fois, c'est une arme supplémentaire si jamais on affronte des malus à la touche, par exemple, et qu'on veut compenser et ne pas compter que sur les mortels. Yes. Donc c'est une règle qui était très forte chez les Caradrons, qui va être très forte aussi chez les Luminettes. Là, on va pas rentrer tout de suite, on va dire, dans le détail des hosts et d'autres mécaniques. Il faut quand même se rappeler que là, c'est une unité par phase qui va pouvoir justement utiliser un Ether Quartz. Maintenant, il y a un host qui va permettre aux unités d'en avoir non pas une, mais 2 au début de la partie. On n'a pas moyen d'en régénérer un, mais au moins on va être capable de le faire 2 phases de suite, dépendamment des synergies dont on vient de parler. Et en plus de ça, l'aptitude de co de cet host sera de pouvoir le faire aussi sur une autre unité à 18 pouces, qui elle consommera son Ether Quartz, mais qui pourra quand même utiliser les effets sur 2 unités. Ce qui est intéressant avec ce type de mécanisme, c'est que c'est des mécanismes à choix en fait. À un moment, il va y avoir un petit coup de gueule dans cette review sur une unité qui ne nécessite ni skill ni choix pour être vraiment forte. Par contre, ce type de mécanisme-là, comme tu peux le faire que sur une seule unité, ça nécessite d'avoir une lecture de comment la partie va se dérouler et d'avoir un vrai plan pour claquer les Ether Quartz, qui va être une ressource très précieuse, au bon moment. J'aime beaucoup ce type de mécanisme. On est d'accord, c'est un petit peu l'intervention de la lumière sur table et ça c'est assez chouette. Pour justement aussi pallier à cette histoire de baisser sa valeur de morale jusqu'à la fin de la game, on va avoir absorption du désespoir. Si une unité amie utilise sa réserve d'Ether Quartz, tant qu'elle est entièrement à 18 pouces ou moins d'un ou plusieurs catalars amis, on verra c'est le personnage Vanari de l'armée qui vaut 140 points. Ah, c'est la dame au voile. Exactement, ouais. Qui est capable de se dire j'absorbe ton désespoir, donc tu n'as pas ton -1 en bravoure et je vais le mettre sur une unité ennemie à 18 pouces. C'est jusqu'à la fin de la game et là on commence à entrevoir justement ce qu'on appelle les morales bombes où on va être capable de diminuer le moral justement d'unité, soit sur la phase, soit jusqu'à la fin de la partie pour lui faire des petits tests de co. Et on le verra justement sur l'équilibrage de cette armée faussement élitiste. Elle fait beaucoup de choses, mais peu de choses très bien. Et donc
on va en parler tout à l'heure plutôt sur la conclusion, sur le fait qu'elle va s'essouffler et qu'elle est très dure à lire sur son niveau de puissance. Et qu'on va être obligé d'utiliser les BM en tir, les BM au corps à corps et aussi, ce qui se fait pas beaucoup, utiliser justement cette phase de morale pour continuer d'essouffler l'adversaire parce que nous on va s'essouffler. Ouais. C'est très intéressant d'avoir rajouté ça. Alors c'est pas cumulatif, hein. L'unité ne peut subir qu'une seule fois le malus de -1, mais mine de rien, c'est pas quelque chose qui est lié aux elfes de la lumière de jouer justement sur la braverie bombe ou le moral de l'adversaire. Donc c'est un nouveau mécanisme de jeu qui est quand même assez renforcé dans le Battletome avec des sorts qui vont jouer sur la bravoure, des traits de commandement, des artefacts, etc. qui est très sympa d'avoir rajouté parce que c'est pas instinctif que les elfes jouent là-dessus. Mais là, ça s'inscrit aussi dans le fluff où on sent la part d'ombre sous-jacente en fait de ces elfes-là qui sont très lumineux mais qui quelque part ont toujours en eux et ils sortent quand même de l'estomac de Slaanesh donc ils ont gardé une part de noirceur et pouvoir l'absorber et la renvoyer aux adversaires en termes de fluff et de jeu, c'est très intéressant. Complètement, ouais. Ensuite, on va avoir comme autre règle la réaction foudroyante. Encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait coller avec une armée élitiste, et là, on ne va pas nécessairement l'être. C'est tout simplement, quand on est en phase de combat et que c'est à nous de choisir une unité, de ne pas en activer une, mais deux à la suite. C'est pas en même temps, c'est à la suite. Mais c'est aussi la première fois qu'on rencontre ce genre de règle. Alors moi, quand ça a été leaké par Warhammer Community, j'ai juste vu le titre de la règle et je me suis dit, ils ont refait comme les O-Elf à Battle. Tout le monde va taper en début de phase. Si c'est ça, c'est trop fort. Donc au final, c'est pas ça, et heureusement pour l'équilibre global du Battletop. Et c'est une règle qui est assez intelligente parce que mine de rien, on reconnaît le côté élitiste et rapide des O-Elf sur une règle qui est assez intelligente, qui encore une fois va nécessiter de faire des choix. À noter que ça ne marche pas en début de phase ou en fin de phase, ça marche que pendant la phase principale. Mine de rien, il y a beaucoup de choses à faire pour les affronter et pour jouer avec cette règle-là. Donc c'est une règle qui est très intéressante. Ensuite, toujours dans les allégeances, on va maintenant se diriger vers les sous-allégeances, sous-entendu ceux qui vont s'appliquer aux unités ayant le keyword Vanari. On va avoir le trait de bataille guerrier de la lumière, compagnie scintillante, après qu'une unité Vanari ait été placée. Si le socle de chaque figurine de l'unité touche le socle d'au moins 2 autres figurines de la même unité, l'unité devient compagnie scintillante. En gros, on va pouvoir avoir -1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent cette compagnie scintillante. Toutefois, elle ne peut ni courir ni charger, et quand elle va justement faire son mouvement de 3 pouces de mise en contact, celui-ci sera ramené à 1 pouce maximum. Alors, vous n'utiliserez quasiment jamais cette règle sur les Dawn Riders, qui sont les cavaliers qui n'en bénéficient que très peu sur leur tanking et qui les affaiblit énormément parce que leur principal avantage c'est la mobilité. Par contre, sur les vraies phalanges de piquier, avec, comme tu disais, leurs lances à 3 pouces qui sont extrêmement défensives et qu'on peut rendre très tanky aussi avec les synergies du Battletome, leur rajouter un -1 supplémentaire, c'est bien. Et les malus au mouvement, au piling que tu vas avoir derrière représentent vraiment le régiment en formation serrée. Avec les lances, tu les vois vraiment bien recevoir leurs charges, planter sur leurs objectifs avec leurs lances et tu ne m'attaqueras pas. Donc c'est une vraie bonne règle. En termes de jeu, elle est équilibrée et elle apporte beaucoup aussi à l'ADN de l'armée. C'est une bonne règle. Putain de piqué au rocaille. Hein. Putain de piqué au rocaille. Et ensuite, justement, le deuxième mot-clé qui, eux, sont les fils de la montagne, les descendants de la montagne, ça va être les Alarith. Eux, ils vont avoir le trait de bataille ligné de la montagne, solide comme le roc. Après le placement des armées, mais avant le début du premier round de bataille, ou au début de n'importe lequel de vos phases de héros, sous-entendu à votre tour ou au début de la game, vous pourrez déjà se mettre dans cette posture solide comme le roc. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre d'unités Alarith amies et dire qu'elle adopte la posture de la montagne. Si vous le faites jusqu'à votre prochaine phase de héros, si l'arme utilisée par une attaque qui cible une unité Alarith en posture a une perforation de -1, changez la caractéristique en perfo 0. Alors, soit on est passé à côté de quelque chose, soit il n'y a pas de contrepartie. Donc, en fait, on le fera systématiquement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les unités Alarith, notamment les Stone Guard, vont ignorer l'arène -1. Sachant qu'il y a une sous-allégeance qui leur permettra en plus d'aller ignorer la reine -2, donc pratiquement de devenir éthéré. Ça représente bien ce qu'est la montagne, c'est-à-dire c'est des elfes qui vont bouger à 4 pouces, donc c'est limite des nains, et qui vont être inamovibles, comme des nains. On retrouve un peu le côté on a volé les règles des Caradrons et on est devenu des Caradrons nous-mêmes. C'était l'avant. Ouais. Ensuite, on va avoir force tectonique, toujours donc pour les Alarith. À la fin de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins de chaque unité Alarith. Vous ne pouvez pas choisir 2 fois la même unité ennemie, vous allez comprendre pourquoi. Après avoir choisi chacune des unités, votre adversaire doit déplacer l'unité de 2 pouces et l'unité doit terminer ce mouvement à plus de 1 pouce des unités Alarith de votre armée, si possible. Sinon, au pire, il se bloque. Une fois que ces unités ennemies ont été forcées de se déplacer, les unités Alarith amies à 3 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités ennemies peuvent engager de 1 pouce. Déjà, il est écrit qu'on doit finir à plus d'1 pouce si possible l'unité Alarith, mais il n'est pas écrit qu'on n'est pas capable de rentrer dans l'aire d'effet de 3 pouces d'une unité ennemie. C'est ça. Le premier abord, c'est vraiment l'espace carte à la bataille des Thermoplites, quoi. C'est le mur de bouclier qui te repousse, donc tu vas principalement t'en servir avec des unités assez lentes mais extrêmement tanky pour déloger les adversaires des objectifs et pouvoir mettre plus de socle toi que les adversaires non. Parce que mine de rien, 3 pouces, sur le rayon de contrôle d'un objectif qui est majoritairement de 6 pouces, c'est quand même assez impactant. Donc on va repousser les adversaires. Entre-temps, on les aura quand même cognés, donc il va y en avoir moins. Et les survivants, on va les repousser et on va prendre leur place. Donc ça, c'est bien. Et après, le vrai trick à faire avec cette règle, c'est ce que tu disais, c'est de pouvoir repousser cette unité dans l'aire d'engagement d'une autre de nos unités qui
qui ne serait pas au corps à corps et qui du coup va pouvoir s'y mettre. Donc il y a vraiment des tricks de jeu compliqués à mettre en place, mais qui peuvent être vraiment très forts si on y arrive. Et encore une fois, ça accentue le fait que c'est une armée à tricks et qui va nécessiter de bien la jouer et de bien la prendre en main pour pouvoir en tirer la quintessence. C'est intéressant ce que tu dis sur l'histoire de justement tirer la quintessence. Encore une fois, on arrive difficilement à positionner ce Battle Tom sur son gameplay ou alors sur son échelle de puissance. Mais c'est très gratifiant parce que ça va être une armée qui va devoir aller faire les fonds de tiroir justement pour arriver à gagner des games contre des grosses listes en face. Ils ont les outils pour ça, mais il va falloir quand même se creuser les ménages. Hormis les listes full tier, mais ça on y viendra tout à l'heure quand on chiera sur ce Warscroll. C'est un peu ce qu'on avait dit quand on a analysé les Caradons, qu'il y avait beaucoup de choses qui nous paraissaient fortes, mais les synergies ne se voient qu'avec le temps et avec l'entraînement sur la liste. En fait, moi j'ai un peu même ce sentiment-là avec les Lumines, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent fortes, il y a des choses qui sont fortes de base, on lit le Warscroll, un enfant de 10 ans il comprend que c'est fort. Encore une fois, on y reviendra tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de choses, on se dit c'est ok. Voilà. Et en fait, quand on voit toutes les petites synergies qu'on peut faire, qui ne jaillissent pas en fait à la lecture du livre, mais qu'on voit vraiment sur la table, et notamment cette règle-là, l'utilisation de l'Ether Quartz, l'utilisation de la magie en font partie. Il y a vraiment, je pense, des choses très intéressantes à aller chercher. La seule incohérence, c'est que tu donnais l'exemple justement de les repousser à coups de bouclier. Ici, les Alarites ne sont pas les Vanari, sous-entendu, les lanciers n'ont pas cette règle, c'est les marteliers qui te repoussent à coups de masse, quoi. Ouais, on part du principe qu'ils te repoussent avec le manche. Ou avec la tête. On enchaîne ensuite ces aptitudes d'allégeance avec les traits de commandement. On va en avoir deux types. Ceux qui vont être seigneurs spécifiques Catala. Doléance qu'on a au niveau de ce BT, c'est qu'on n'a que deux QG, on va dire, génériques. La Catalar, qui est la Sinari Catalar, qui vaut 140 points, qui est un sorcier de niveau 1 et qui permet encore pas mal de tricks justement sur le moral. On l'a vu tout à l'heure au niveau de son allégeance de pouvoir absorber la tristesse des amis pour la déporter sur les ennemis. Elle va avoir des aptitudes en plus. Et la deuxième famille, ça sera l'Alarit, le seul personnage Stone Mage qui lui aussi est un sorcier qui est un petit peu différent dans sa façon de jouer, qui lui aussi va justement avoir un tableau d'artefacts et de traits. On va commencer en tout cas par la Sinari Catalar, qui va pouvoir choisir parmi 3 traits génériques. Encore une fois, on se rappelle que souvent les traits de commandement ou les artefacts sont des taxes dans les hosts, donc on les jouera rarement. Même si là, on l'a pas encore dit, on pourra aller chercher un deuxième artefact parce que les bataillons, eux, sont bons. En tout cas, au niveau des traits de commandement, le premier va être maître des sortilèges. Une fois à chacune de vos phases de héros, vous pouvez relancer un jet de lancement raté pour ce général. C'est pas mal, encore une fois, on a vu que la magie était assez impactante. Il y a des sorts qui sont très forts, qui se lancent à 7 ou à 8. Et à moins d'aller chercher la sous-faction ou d'utiliser son Ether Quartz, on n'a pas de fiabilisateur en magie. Ou alors, il faut aller chercher l'Endless Spell et donc le payer. Donc mine de rien, c'est pas mauvais comme trait de coup. Yes. Ensuite, maître du savoir, ce général connaît un sort du domaine de Hish supplémentaire. Celui-là, je pense qu'il n'est pas indispensable à partir du moment où la plupart de nos unités Vanari sont des sorciers. On aura la possibilité sur eux de choisir un sort de ce domaine-là, et donc par exemple d'aller chercher les petits sorts qui sont parfois situationnels sur une unité d'archer de fond de table ou ce genre de choses. Donc je pense pas que tu vas utiliser ton trait de co pour ça. Yes, et on le verra aussi, il y a un host qui te permet nativement de connaître un sort supplémentaire. Et enfin, dernier trait de commandement pour ce général, c'est maître de guerre. Si ce général fait partie de votre armée et est sur le champ de bataille au début de votre phase de héros, jetez un dé sur un 4+, ou gagnez un point de commandement. Le classique est efficace, point de co sur 4+, je pense qu'on ira chercher celui-là si on était dans une optique où on ne jouait pas de sous-faction. Ce qui, je pense, n'arrivera pas souvent. Mais des 3, ça reste celui-là le meilleur. Ensuite, on passe aux artefacts. Le premier, c'est Pierre du Phénix. Si un héros Lumines ami est tué à 12 pouces ou moins du porteur, jetez un dé sur un 6. Il n'est pas tué. Et il revient en gros full vie. Alors si tu joues cet artefact, je ne joue pas contre toi. Si vous avez par exemple le perso nommé Roi de la Montagne ou alors Teclis et que vous claquez votre 6 magique, vous remontez plus de 600 points d'un seul coup. Bon, voilà, c'est le genre d'artefact extrêmement gamble que moi j'apprécie pas trop, mais pourquoi pas sur un craquage. Je pense que c'est quand même pas celui-là que vous irez chercher. Ensuite, on va avoir la baguette d'argent, qui celui-là est très très fort. Le porteur peut tenter de lancer un sort supplémentaire à votre phase de héros. Voilà, je pense que c'est celui-là que vous irez chercher. Il est simple et efficace, il rentre bien dans l'ADN de l'armée, il est vraiment bien. Il permet de faire x2 sur un personnage à 140 points, ouais, c'est fort. Ça. Et enfin, c'est la lame d'or bondissante. Choisissez une des armes de mêlée du porteur, ajoutez 3 à sa caractéristique d'attaque. Juste pour un petit peu cibler aussi le châssis du personnage, aujourd'hui elle va faire une attaque, 4+, 2+, sans reine dégâts D3. Monter à 4, tu vas pas aller la chercher avec 3 gobelins. Voilà, mine de rien, tu lui envoies 5 Kinera et elle les dépop. Après, c'est quand même un perso mage qui va beaucoup synergiser l'armée, que tu vas essayer quand même de cacher au maximum. Je pense pas que tu as besoin de ce type d'artefact-là. Après, ce qui est amusant, c'est qu'ils nous disent de choisir une des armes potentielles du porteur. Elle en a qu'une. Donc est-ce que ça sous-entend qu'un jour on aura d'autres unités ou d'autres héros Vanari qui sont capables de prendre ça? On sait pas du tout. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, certes, lui faire passer de une attaque à 4 attaques va la rendre un peu plus létale au corps à corps. C'est quand même pas le perso que vous avez envie d'envoyer se battre. J'irai vraiment sur la baguette. Ensuite, on va passer justement au trait de commandement pour les Alarites. Donc là, encore une fois, qu'une seule entrée au niveau de ce BT pour l'instant, avec justement le Stone Mage. Lui va valoir 130 points. Ajoutez 1 à la caractéristique de bravoure des unités Lumines, amies tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de cette figurine. Soustrayez 1 à la bravoure ennemie tant qu'elles sont à 18 pouces ou moins de ce général. La première partie du trait de commandement ne m'envoyait pas du rêve. La deuxième, beaucoup plus déjà. Parce qu'en plus, il a un sort qui va très bien synergiser par rapport à ça.
On a vu que la règle de la Catalar permettait encore une fois de mettre un -1, donc on rentre vraiment encore une fois dans cette optique braverie bombe. C'est pas mal. En artefact, ça aurait été vraiment très bien. Là, malheureusement, c'est en trait de commandement. Est-ce qu'on se privera d'une sous-faction pour aller chercher ça? Je ne pense pas, mais il est quand même très correct. Yes. Ensuite, on va avoir endurant. Non, clair et efficace. Ajoutez 3 à la caractéristique de point de vie du général. Voilà, donc vous avez un mage taureau qui tank bien. Encore une fois, c'est pas mal parce que le personnage est assez impactant et donc on a envie de le garder plus longtemps. Maintenant, le jour où il se fait vraiment cibler par un adversaire, je pense que c'est pas ça qui va le sauver dans tous les cas. Je préfère aller chercher les synergies que nous apporte le premier trait de commandement plutôt que le petit bonus d'endurance que nous apporte celui-là. Et enfin, maître du savoir, si ce général est sorcier, il connaît un sort du domaine des hauts sommets supplémentaires. Celui-là peut être intéressant parce qu'il y a quand même 2-3 bons sorts dans ce domaine-là qui lui est réservé à ce personnage. Et comme on n'a pas d'unité générique sorcier à la rite, on peut peut-être avoir besoin parfois de 2 sorts vraiment impactants sur une partie. Donc pourquoi pas encore une fois aller chercher celui-là dans une certaine optique de liste où vous avez vraiment besoin de 2 sorts et où vous ne voulez pas jouer 2 Stone Mage. Au niveau des artefacts, on va avoir l'amulette de Rusher ou Rushker si on rajoute un C puisque c'est peut-être un oubli. Jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle au porteur. Sur 5+, elle est annulée. Assez classique et efficace, mine de rien, ça rajoute 33% de survivabilité au perso qui est assez important dans le build de l'armée. Pourquoi pas, comme tu dis, il y a des bons bataillons, donc on aura souvent un deuxième artefact. Celui-là fait office de bon candidat. Chaque fois que le porteur est affecté par un sort ou un sort persistant, vous pouvez jeter un dé sur 4+. Vous ignorez les effets. Je le trouve quand même moins bon que celui d'avant. Il y a quand même peu de chances que ce personnage se fasse dézinguer par des gros sorts persistants qui vont plutôt aller cibler vos unités, notamment les autres unités à la rite qui seront extrêmement tanky mais qui vont souffrir à la blessure mortelle. Non, celui-là me paraît trop anecdotique. Yes, et enfin, si le porteur est un sorcier, ajoutez 1 au nombre de blessures mortelles infligées par les traits magiques qu'il lance. Ça permet de lancer de manière assez fiable des traits magiques qui mettent 2 blessures mortelles. Mine de rien, c'est pas si mal. Ça double quand même sa létalité si on a envie de s'en servir dans cette optique-là, ce qui sera quand même pas le cas la majorité du temps. Mais pourquoi pas, c'est pas si mauvais. On passe ensuite à justement ce qui va aussi guider le gameplay de la lumière. C'est les 2 domaines de sorts. Il y en a 2. Un qui vient de Ish, qui va pouvoir être joué par Teclis, la Light of Altarion, donc le personnage, les sorciers Catalar et Vanari. Encore une fois, le paradoxe ici, typiquement, c'est Light of Altarion. Il n'est pas sorcier, mais il a un Ether Quartz. Donc il pourrait très bien dire, je claque mon Ether Quartz et je lance un sort. Le problème, c'est qu'il n'est pas sorcier et que même s'il est là dans la liste, il n'est pas dit qu'il peut le faire. Et c'est là où on se retrouve peut-être avec un trou dans la raquette. Soit ici, il faut supprimer la Light of Altarion, ou alors tout simplement, il faut lui rajouter une règle, comme quoi, avec un Ether Quartz, il passe sorcier. Je pense que ça va être faqué assez rapidement. Le fait qu'il n'ait pas le mot-clé sorcier, qu'il n'ait pas écrit qu'il puisse lancer et dissiper des sorts, je pense que c'est pas un oubli dans son Warscroll en lui-même. Donc effectivement, il y a 2 analyses possibles. Soit il devrait pas être dans cette liste-là, ça c'est la version simple. Soit on se dit que comme l'Ether Quartz peut lui permettre, sachant qu'il en aura un fragment, de lancer un sort supplémentaire, est-ce que ça va pas être faqué, que ça lui permettrait de le faire, sachant qu'il en connaît un grâce à ce tableau-là? Ça va nécessiter une fac qui, j'espère, sortira assez rapidement. Yes, en tout cas, vous allez voir, il y a des sorts très forts, faciles à lancer, et il y a des sorts forts, très durs à lancer. Mais ça, on comprendra pourquoi quand on verra justement Teclis, qui peut clairement être une pierre angulaire de cette armée. Le premier, c'est Vitesse de Hish, qui va en partir sur du 5. Si lancé avec succès, choisissez une unité luminette Rimroll mis entièrement à 18 pouces ou moins du lanceur et visible de lui. Doublez la caractéristique de mouvement de l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. Très très bon sort, facile à lancer, bonne portée de 18, même si c'est entièrement à 18, ça reste très correct. Voilà, pour un bonus qui est absolument fou, alors que ce soit sur des cavaliers qui vont commencer à faire du 28 pouces tout de suite, ou même sur les unités beaucoup plus lentes, je pense aux gros personnages de la montagne ou ce genre de choses. Voilà, c'est un vrai bon sort, je pense qu'il faudra le prendre au moins une fois sur un héros et au moins une fois sur une unité pour être sûr de l'avoir de manière flap sur le long terme, sans que votre adversaire arrive à vous sniper votre héros et vous prive de cette arme-là, qui est quand même vraiment très forte. On se rappelle, ça passe sur du 5, soit au début de la phase, je vois que j'ai un Ether Quartz ou 2 dépendamment de mon host, et je vais pouvoir dire cette unité va bouger 2 fois, c'est très fort. Ensuite, le deuxième sort qui commence à être assez dur à lancer, c'est Éruption Solaire. Il passe lui sur du 8, s'il lance avec succès, choisissez un point du champ de bataille à 10 pouces ou moins du lanceur et visible de lui. S'il y a un sort persistant au point choisi, il est conjuré automatiquement, et s'il y a une unité au point choisi, jetant autant de dés que le nombre de figurines de l'unité. Pour chaque jet de 6, elle subira une blessure mortelle. De plus, jusqu'à votre prochaine phase de héros, sousserez 2 au jet de lancement de conjuration des sorciers à 12 pouces ou moins du point choisi. Alors, beaucoup d'effets pour un sort qui est dur à lancer, mais qui est quand même assez fort. La conjuration automatique de l'Endless Spell, elle est assez anecdotique, mais mine de rien, quand ça se passe, on est toujours content de le prendre. Le côté blessure mortelle sur du 6, ça reste quand même assez léger. On a vu, ne serait-ce que par rapport aux Séraphons, qui ont plusieurs gestions de horde à 5+, ou Tsinch également, eux ont une gestion de horde à 6+, c'est un tout petit peu trop léger.
Par contre, ça assoit vraiment le contrôle sur la phase de magie, de mettre -2 au sorcier d'en face. Quand vous avez un gros personnage en face sur la table qui va lancer plusieurs sorts avec des bonus, je pense notamment à un Nagash ou même des gros personnages de Tzeentch, quand vous commencez à leur mettre -2, sachant qu'il y a quand même toutes vos unités qui sont sorciers, donc ils peuvent dissiper, sans compter Teclis lui-même qui peut dissiper autant de sorts qu'il en a envie, vous essayez un vrai contrôle sur la phase de magie. Donc c'est dur à lancer, mais c'est un sort qui est correct. Encore une fois, ça je pense que c'est pas le sort que vous irez chercher sur une unité parce qu'elle arrivera quasiment pas à le lancer, à moins vraiment de synergiser son Ether Quartz ou ce genre de choses. Par contre, sur Teclis, c'est quand même vraiment pas mauvais. Ouais, c'est vrai. Le paradoxe, encore une fois, c'est que, comme tu l'as dit, il est dur à lancer pour un effet qui peut être fort. On a vu un premier sort sur du 5, très fort. Très fort. Là, on voit le troisième qui est aussi très fort. Il passera sur du 5. On pourra choisir une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible de lanceur jusqu'à votre prochaine phase de héros. Vous pourrez relancer les jets de touche pour les attaques d'armes à projectiles qui ciblent l'unité. Celui-là est peut-être même un peu trop fort. En fait, quand on voit ce genre de sort, la première chose qu'on va faire, c'est regarder les armes à projectiles de l'armée. Et les gadgets qui peuvent justement se servir d'arc. Quand on voit l'unité d'archer, sur laquelle je râlerai un peu quand on arrivera, ouais, c'est un sort qui est vraiment très fort. C'est une mise à mort, en fait. C'est toi, tu vas mourir. Bah, Voilà. en Eldar, sur 40K, ça s'appelle le Doom, la malédiction. Parce qu'on sait que tu te relèves pas. C'est ça, bah là, tu t'en relèveras pas de celui-là. C'est intéressant quand même, c'est la première fois qu'on voit qu'on peut relancer les jets de touche réussis ou ratés. Et on le verra tout à l'heure quand on parlera de l'unité, ou en tout cas par rapport au mécanisme signature, c'est le fait de faire des BM sur du 5 ou 6 non modifié. Donc des fois, on préférera relancer un jet de touche réussi pour proquer une mortelle. Ah, Ça, oui, c'est rigolo. je pense même pas des fois, pratiquement tout le temps. En fait, si on arrive à passer le sort qui permet de faire des blessures sur du 5 ou 6, c'est statistiquement, systématiquement plus rentable de relancer les 3 et les 4 qui seraient des touches pour ne pas avoir à blesser, pour ne pas autoriser votre adversaire à faire sa sauvegarde d'armure et tout relancer pour essayer de faire du 5 ou 6. Et ce qui est encore une fois très fort sur une unité d'archer, c'est qu'elle peut lancer les 2 sorts elle-même en utilisant l'Ether Quartz. C'est 2 sorts, un qui passe à 5, un qui passe à 6. Si on est dans la bonne faction, c'est un qui passe à 5, un qui passe à 4. Donc c'est quand même un mécanisme qui est facile à mettre en place, qui se lie extrêmement facilement et qui est quasiment imparable pour l'adversaire. C'est un très bon sort qui sera indispensable. Je vais même aller plus loin, c'est que si elle est aussi de la bonne host, elle pourra toujours le faire sur du 6 et du 5, mais 2 tours consécutifs, puisqu'elle aura 2 Ether Quartz. Donc là aussi, il va y avoir faire des petits choix, c'est assez intéressant pour ça. Ensuite, on va avoir Bénédiction éthérée. Ça se lancera sur du 6, si lancé avec succès. Choisissez une unité luminesce amie entièrement à 18 pouces ou moins du lanceur est visible de lui, jusqu'à votre prochaine phase de héros. Ignorez les modifications positives ou négatives quand vous effectuez un jet de sauvegarde. On transforme donc une unité en éthérée. Ce qui est quand même assez fort, on va pas se mentir. Après, dans les builds vraiment très tanky, l'unité principale, c'est l'Alaric Stoneguard, qui de base a des règles pour ignorer la reine -1 ou la reine -2. Donc en fait, ça le rendrait quasiment éthéré. Après, par contre, on va regarder sur les grosses phalanges de lanciers, qui ont quand même une sauvegarde à 4, qui quand ils sont en formation shiny, là, ils ont -1 pour être touchés. Quand tu commences à avoir -1 pour être touché, sauvegarde à 4 éthéré, tu tankes quand même très très bien. Donc ça rend vraiment le côté défensif des luminettes qui est pas mal. Je pense que c'est un très bon sort. Encore une fois, à prendre au moins 2 fois dans l'armée, je pense. Une fois sur une unité, une fois sur un personnage. Il y a un trick à faire avec ce sort aussi qui est assez sympa et avec le tout premier qu'on a vu, c'est de prendre une unité de 5 Dawn Rider qui coûte très peu cher, qui va doubler son mouvement, donc bouger de 28. Donc concrètement, dès le tour 1, elle va pouvoir charger ce que vous voulez, qui va prendre de flanc un cordon ou une unité assez impactante de votre adversaire. Et mine de rien, avec les 10 points de vie de l'unité et leur sauvegarde qui est correcte en étant éthéré, ça peut vous permettre de bloquer une grosse Death Star de votre adversaire ou un gros personnage ou tout simplement son cordon qui retient le reste de son armée pendant un tour. Donc il y a des effets avec ce sort, il y a le côté vraiment brut de je vais défendre mon objectif avec ma grosse phalange, et il y a plein de moyens aussi de rendre votre petite flèche de Dawn Rider plus tanky, j'aime bien. Yes. Ensuite, on va avoir Éclipse Totale, qui est une barre de lancement de 8. Si lancé avec succès jusqu'à votre prochaine phase de héros, votre adversaire doit dépenser 2 points de commandement au lieu de 1 pour utiliser une aptitude de commandement. C'est sur la table, hein, il n'y a Ouais, pas alors, de distance. Ça, j'aime pas par contre. Un des points les plus intéressants à OS, c'est la gestion des points de commandement que vous allez générer, des aptitudes que ça vous permet de faire. C'est le pendant en fait à OS des stratagèmes à 40K. Et malheureusement, ce sort-là, alors que Teclis passera extrêmement facilement, que les autres mages auront un peu plus de mal à passer, a vraiment un impact qui est beaucoup trop fort sur votre adversaire. Ça tue certaines listes. Et ça tue aussi des constructions de listes où vous avez pris des artefacts, des traits de commandement, utilisé des ressources assez importantes pour avoir de la génération de points de commandement sur 4+, ce genre de choses. Là, vous allez juste dire, ça ne marche plus. En fait, sans que votre adversaire puisse réagir. On avait quand même des doléances sur Tutois, notamment sur Katakros, qui bouffait les points de commandement sur 4+. Alors déjà, il en mangeait qu'un seul, et c'était sur du 4+. Là, c'est concrètement tous tes points de commandement vont coûter le double. Et on peut imaginer une Alpha Strike assez violente, justement en jouant sur la brèverie, en allant taper plein d'unités différentes, en transférant des malus à l'utilisation de nos Ether Quartz, et dire, ton immune brèverie via le CP, elle va pas te coûter 1 point, elle va t'en coûter 2. On est au tour 1, t'as un bataillon, t'as qu'un seul CP, ton unité, elle va fuir. Ce sort, je trouve, est trop fort. Alors, heureusement, il est dur à lancer. Si vous voulez fiabiliser, il faut jouer Teclis, qui est une figurine qui est très dure à rentabiliser, donc c'est bien qu'il ait accès à ça.
Par contre, si vous avez juste des petits matchs, que vous décidez de prendre ce sort, d'être un peu gamble et que vous passez votre 8+, ça peut, je pense, assez lourdement changer la game. À noter que quand même, on peut le passer sur un 7 avec l'Ether Quartz. Avec la bonne faction, on peut le passer sur un 6. On peut le relancer sur un Desert Quartz, Et avec etc. un sort persistant, on peut le passer à +1, +2, +3. Voilà. Donc, mine de rien, quand on synergise tout ça, il est pas si dur à lancer. Je le trouve peut-être un peu trop fort. Et encore une fois, il tue certains builds d'armées. Je pense notamment aux armées combo Idonet. C'est quand même dommage de voir un sort faire aussi mal à un certain type d'armée et en plus ne pas affecter les Ossiarchs. On est d'accord. Et le dernier va être Protection de Hish, qui élève lui aussi de lancement de 8. Si lancé avec succès jusqu'à votre prochaine phase de héros, jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à une unité amie entièrement à 9 pouces ou moins du lanceur. Sur 5+, la blessure ou blessure mortelle est annulée. Ce sort ne peut pas être lancé sur la même phase de héros que Protection de Teclis, qui fait un peu la même chose. La combinaison de ce sort avec le sort qui rend intérêt transforme n'importe quelle unité qui pourrait paraître fragile à au minimum une unité qui va avoir sauvegarde à 4 éthérés, Feel No Pain à 5+ derrière. Donc on voit qu'il y a quand même une potentialité en lançant les bons sorts sur pratiquement n'importe quelle unité, y compris mes copains les archers, d'en faire des unités qui sont vraiment très tanky. C'est un très très bon sort à prendre avec le premier. Voilà. Faut pas se dire je prends l'un ou l'autre. Je pense qu'il faut vraiment se dire je prends les deux et j'ai la possibilité sur n'importe quel point du champ de bataille de me créer une ancre avec une unité qui va vraiment être très tanky. C'est assez appréciable de pouvoir faire ça dans des armées elfes qui sont traditionnellement considérées comme étant fragiles. Yes, on a fait le tour du domaine de Ish avec, comme je disais, la Light of Tertarion, où là pour le coup c'est mitigé sur le fait de son utilisation de sorts, et surtout les sorciers Catalan et Vanari. Donc l'ensemble des War Scrolls de base, on en reparlera tout à l'heure quand on s'arrêtera là-dessus, mais on va quand même se dire que très facilement n'importe quelle unité peut déclarer qu'elle va bouger 2 fois avec un sort qui passe sur du 5, elle va pouvoir relancer les jets de touche au tir sur du 5, donc aussi très facile, et si jamais elle décide justement de casser le jeu sur un 8, de se dire, bah tu sais quoi, mon unité fond de cours qui garde un objectif, une fois sur 2,5, on va dire, et tous les points de commandement que tu vas claquer seront x2. Donc, belle latitude de jeu avec un beau domaine de sort, peut-être incohérent au niveau justement de son échelle de puissance, de sort versus valeur de lancement. Je suis d'accord avec toi, en fait, tu as 4 sorts qui sont vraiment très forts, les 2 sorts défensifs, le Feel No Pain, l'éthéré, le sort de mouvement qui est quand même extrêmement important, et le Doom où tu dis cette unité elle va mourir. Ces sorts sont quand même assez faciles à lancer, donc c'est des très bons sorts à mettre sur les unités, n'importe lesquelles, les unités d'archer, les unités de Warden, les unités de Dawn Rider, faut pas vous en priver. Et après on a 2 sorts, dont un que je trouve un peu broken, mais on a 2 sorts qui sont beaucoup plus durs à lancer. Soit vous avez Teclis, et il faut forcément prendre ces 2 sorts-là sur lui, soit vous l'avez pas, et là, mine de rien, ça va vous coûter des ressources pour être sûr de les passer de manière assez fiable, comme tu disais, un Endless Spell, ou des relances via l'Ether Quartz, etc. C'est quand même un très très bon domaine, sans avoir vraiment de sorts extrêmement offensifs. On voit qu'il apporte énormément de latitude de jeu, et voilà, on attendait des Luminettes qui aient un domaine qui est vraiment très percutant, ils l'ont et c'est vraiment bien. Yes. Le deuxième domaine, ça va être le deuxième des hauts sommets, qui sont réservés à Teclis, il connaît tout papa, et aussi aux sorciers Alarites. En sorcier Alarite, on va avoir le Stone Mage et c'est tout. Même si, encore une fois, les autres, eux, avec des Ether Quartz, pourraient théoriquement le devenir, mais on va attendre une fac pour en tout cas se positionner là-dessus. Le premier sort, c'est Calme Inflexible, c'est simple, il passe sur du 4. S'il passe, on choisira une unité entièrement à 18 et celle-ci sera immune, braverie jusqu'à la prochaine phase de héros. Donc c'est un sort assez facile à lancer. Encore une fois, si on décide de jouer des grosses phalanges, on peut avoir un petit problème à la braverie, parce que mine de rien, ils n'ont pas une si bonne braverie que ça. C'est bien de ne pas avoir utilisé de point de commandement, qu'on sera ravi d'utiliser autre part, notamment pour relancer les 1 pour générer encore plus de mortels. C'est un petit outil à apprendre, encore une fois. Est-ce que vous allez avoir envie d'utiliser ce sort-là sur votre mage, sachant que vous avez normalement pas d'unités qui sont capables de le lancer, sachant qu'il y a des très bons sorts derrière, à voir, mais c'est un outil qu'il est bon d'avoir dans son portefeuille de possibilités. Yes, tu vas avoir un outil aussi qui est bien de rentrer carrément là où tu penses, c'est Vertige Paralysant qui a une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie entièrement à 18. Donc c'est un petit peu plus dur, en tout cas c'est plus facile de le contrer. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, jetez DD6 avant que l'unité choisie fasse un mouvement normal, un mouvement de charge ou un mouvement d'engagement. Si le jet est supérieur à la caractéristique de bravoure de l'unité, elle ne peut pas faire ce mouvement. Je précise qu'on est dans un jeu où la braverie moyenne doit être à 6 quand même. C'est un sort qui est effectivement extrêmement fort quand on le pousse en fait dans ses retranchements. Je te laisserai un petit peu développer, mais ce qu'il faut voir à la base, c'est que déjà il se lance sur du 6. Donc assez facile d'aller le chercher sur du 5 dans la bonne loge ou avec une potentialité de relance ou avec le fragment d'Ether Quartz. Si vous voulez le passer, vous arriverez à le passer à moins que votre adversaire arrive à le dissiper. Il y a heureusement le garde-fou du Wally Within 18 qui va vous empêcher de faire ça vraiment sur des unités qui seraient trop loin de vous. Mais à partir du moment où les corps à corps vont commencer à s'engager autour des objectifs, votre adversaire, à moins de jouer des régiments pléthoriques, va se mettre dans le Wally Within 18 et c'est effectivement un des sorts qui apparaît comme étant les plus forts du jeu. Complètement, il faut vraiment mettre ça sur table. Je pense qu'à la lecture, ça paraît cool de se dire sur un coup de déchat, tu feras pas ton move. C'est pas que ça. Déjà, c'est sur tous les mouvements. Donc tu peux clairement regarder le mec qui va pas te charger. C'est aussi sur tout ce qui va être mise en contact. Déjà, on a des unités qui peuvent repousser. Donc ils vont être capables de te repousser à ta phase ou à n'importe quelle phase d'ailleurs de 1 pouce. Toi, au moment où tu vas vouloir pile-in,
tu vas pas bouger. Donc en fait, même si tu tapes à range 2, tu es à 1 pouce, donc finalement, il n'y a qu'une ligne qui va pouvoir taper. Donc en fait, ça va rendre toute ton unité plus tanky si le mec est déjà au contact, et sinon, il va juste rester en plein milieu de la pampa. On parle ici de la valeur de morale modifié, ou en tout cas il n'est pas précisé. De base, avant de lancer ça, on fait Ether Quartz. Pourquoi? Juste pour te mettre -1 en bravoure. Et là tu dis que, alors que la plupart des armées du jeu ont une braverie de 6, là ça passe à 5. Donc quasiment 4 fois sur 5, alors il ne pourra pas bouger. C'est super fort. Ça rend plus tanky. Faut voir que vraiment, ça paraît fort à la lecture. Sur table, c'est un des sorts les plus tricky du jeu à utiliser, mais qui va faire le plus de frustration. Ouais, aussi. ça permet d'empêcher l'adversaire de faire une charge sur votre unité d'archer, qui va le laver au tour d'après. Et comme tu as dit, ce qui est très important, c'est que c'est bravi modifié. Et qu'on a vu qu'il y a quand même beaucoup de moyens de descendre à -2 ou -3, notamment un sort qui va arriver juste après, ce qui donne quand même envie de jouer, je pense, 2 personnages, petits héros, capables de lancer ça, donc le Stone Mage, ou alors encore une fois Teclis qui pourra panacher ses sorts et aller chercher là. Franchement, ce sort est très très fort et je pense, comme tu as dit, encore plus fort sur table en pratique que quand tu vois le Battletome. Parce qu'encore une fois, même s'ils te chargent, au pire, ils te feront pas de dom parce qu'ils pourront pas pile-in. Et les deux combinés, il y en a des deux qui passera pas, c'est certain. Donc franchement, très fort. Tu commences à parler justement des synergies pour baisser la morale. Ça va être Voix des montagnes. En gros, c'est un sort qui va passer sur du 6 et c'est sur toute la table. Puisque en fait, en gros, le fluff, le mec gueule dans la montagne puis ça résonne. D'accord. S'il est lancé avec succès jusqu'à la fin du tour, souscrivez 2 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies. Ensuite, jusqu'à la fin de votre prochaine phase de héros, souscrivez 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies à la place. Le -2 sur toute la table, il y a beaucoup d'armées qui vont pas aimer. Ne serait-ce que le miroir va pas aimer. Donc c'est franchement un très bon sort. Et évidemment, en combinaison avec celui qu'on vient de voir juste avant, c'est vrai que comme tu as dit, la bravoure moyenne, elle est entre 6 et 7. Du coup, tu passes entre 4 et 5. Faire au-dessus de 4 et 5 avec 2 dés pour empêcher le gars de charger, ça risque d'avoir un petit côté un peu frustrant, ça. Complètement. Ensuite, on va avoir Fissure Vivante, qui est vers le lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez un point du champ de bataille à 9 pouces ou moins du lanceur et visible de lui, et tracez une ligne droite imaginaire de 1 mm. Après, en gros, on pourra jeter un dé pour chacune des unités traversées par cette ligne, et sur un de plus, elle prendra des 3 blessures mortelles. Alors, heureusement, c'est sur du 2+, et pas du 4+, parce que sinon le sort aurait été vraiment complètement naze. C'est un projectile magique assez correct. Maintenant, je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans l'armée pour infliger des blessures mortelles à distance. On a des unités qui vont le faire beaucoup plus, beaucoup mieux et de manière beaucoup plus fiable. Et on vient de voir 2 sorts extrêmement forts et extrêmement impactants en fait pour l'armée. Donc, je pense qu'on n'ira pas chercher celui-là. On continue avec Enterrement, qui est une valeur de lancement de 7. Si lancé avec succès, choisissez une figurine ennemie à 18 pouces ou moins du lanceur et jetez un dé. Si le jet est supérieur à la caractéristique de blessure de la figurine, elle est tuée. Si le jet donne 6 et que la figurine a plus de 6 PV, alors ça sera des 6 blessures mortelles. Ah, ça aussi, c'est un sort qui est très fort en fait parce que ça permet de choisir le modèle que vous allez tuer. Donc on commence à avoir un certain nombre d'armées qui peuvent le faire, mais là on peut le faire à 18 pouces. C'est ça qui est très fort. Ça permet d'aller tuer un sergent. Donc je pense au sergent des Mortec par exemple, qui leur empêcherait d'utiliser leurs aptitudes, ou au sergent des Luminettes en cas de match miroir, parce que c'est eux qui sont sorciers et c'est eux qui apportent les aptitudes forte ou craquée en fonction de l'unité dans laquelle le sergent est. Ça permet d'aller viser des personnages, ça permet d'aller sniper des porteurs de bannières, des musiciens qui parfois vont avoir course et charge ou ce genre de choses. avec ton bignou. Donc c'est vraiment un bon sort. Et en plus de ça, certes tu peux sniper une bannière, mais tu peux aussi sniper le mec qui est entre 2 lignes et qui te permet de dire ouais mais t'as plus de cohérence d'unité là mon pote. Donc tu choisis gauche ou droite, c'est dans la mallette. Ouais, ça c'est classique. Et après ce qu'il faut voir c'est que la peur du vertige paralysant, qui est le sort qu'on a vu tout à l'heure et qui est vraiment trop fort, va forcément induire que votre adversaire va essayer de sortir des entièrement 18. Donc il va faire des longs cordons. Et pour faire des longs cordons, il va pas pouvoir les doubler. Donc en fait, il va faire des cordons de une figurine. Et si vous snipez celle du milieu avec ce sort-là, il va être obligé de sacrifier à la fin du tour la moitié de son unité. Donc la synergie aussi entre ces 2 sorts-là est très forte. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'unité à la rite. Donc on va avoir besoin de multiplier les sources de lancement de sorts à la rite. C'est là que Teclis prend tout son sens. Quand on voit son War Scroll, on se dit il est bon en magie, mais il est trop cher. En fait, il faut regarder les domaines de magie pour savoir les sorts que lui peut lancer. Il peut faire ces synergies-là tout seul, le garçon, parce qu'il peut lancer 4 sorts et il est quasiment sûr de les passer. Donc il peut faire tout le café tout seul. À côté de ça, je pense que ça va induire de jouer au moins 2 Stone Mage. Yes. Ce qui est sympa, et je pense qu'il faudra le faire, c'est à partir du moment où le mec doit choisir si qui de gauche ou de droite part, tu fais il est où le cucu, il est où la tête. Il est où le cucu, elle est où la tête. Et enfin, on va terminer ces domaines de magie avec l'assaut de pierre qui va passer sur du 8. Si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie visible du lanceur et entièrement à 24 pouces ou moins de lui, et jetez autant de dés que le résultat du lancement. Pour chaque jet inférieur à la caractéristique de sauvegarde de l'unité ennemie subit une blessure mortelle. Les jets de 1, 2 échouent toujours, et si jamais en gros la figurine n'a pas de capacité de sauvegarde, alors elle est considérée comme 6 au regard de cette règle. Alors c'est un bon blast à mettre sur Teclis. Je pense qu'il n'y a que lui, sachant qu'il passe dans le pire des cas son sort à 10.
Il n'y a que lui qui peut vraiment avoir un intérêt à le lancer. Parce que le mettre sur un Stone Mage, claquer l'Ether Quartz ou être dans la bonne faction pour favoriser le lancement, sachant que ça va pas marcher de manière aussi efficace sur toutes les unités dépendamment de votre adversaire, je pense que vous n'irez pas le chercher sur un Stone Mage. On vient de voir quand même juste avant qu'il y avait mieux à faire. Sur Teclis, pourquoi pas le prendre, ça complète bien son arsenal. Par petite colle, si Teclis décide de lancer qu'un seul sort, il le lance sans valeur de lancement. Si vous lancez ce sort-là en lançant qu'un seul sort, combien il fait de dégâts? Vous avez 4 heures. Ça sera 12. On a fait le tour de la magie. Inutile de paraphraser ce qu'on vient de voir. Tout ça est très fort. Clairement, on va passer sur une armée à Trix, on n'arrête pas de le dire, mais c'est aussi très gratifiant finalement d'avoir à le faire, parce que sinon, vous le verrez sur les War Scrolls, à part pour les listes débiles qu'avec des archers, on sera clairement retourné. Donc ça va être une armée assez gratifiante à jouer et on commence à voir justement ce dessin fait de lumière. Au niveau maintenant des nations, c'est l'équivalent des os, des loges qu'on va avoir ici. Le premier, ça va être la grande nation Dimetrica. En gros, ça va nous débloquer l'aptitude royaume montagneux, le trait de bataille solide comme le roc, c'est celui tout à l'heure qu'on déclarait soit avant le début du premier tour de bataille, soit à chacune de nos phases de héros, et de pouvoir, si on le souhaite, d'ignorer le raid -1. Attention, on ne diminue pas le raid, on ignore le raid -1. Ici, c'est d'ignorer le raid -1 et le raid -2. C'est en passif, c'est pour toute l'armée. Par contre, ça s'adresse que aux Alarites. Donc ce sera la grande nation que vous prendrez si vous voulez faire une armée à thème Alaride, vraiment basée autour du Stoneguard. Après, quand vous faites ce type d'armée, c'est quand même vraiment très fort. Parce que atteindre le fait d'ignorer la reine -2, c'est pratiquement comme si toutes les unités qui bénéficiaient de cette règle devenaient éthérées. Sans avoir à lancer le sort qui permettrait de le faire. Par contre, du coup, vous lancerez le sort pour passer le petit Feel No Pain à 5 et vous serez content. Ça donne un vrai tanking qui est assez proche de celui que peuvent avoir aujourd'hui les Berserkers Firestayer, qui sont une des unités les plus résistantes de tout le jeu avec les Mortec. Pour des petits elfes en jupette, c'est quand même pas mal d'avoir ça. Donc c'est pas mal dans une armée à thème, type vraiment montagne, où vous allez jouer de manière beaucoup plus défensive que les flèches de Dawn Rider, qu'on va voir ce genre de choses après. Pas mal. Yes, l'aptitude de commandement va être force redoublée. Quand vous utilisez cette aptitude de commandement à la fin de la phase de combat, si vous le faites, choisissez une unité Alarite ami qui vient de forcer un ennemi à se replacer. Donc vous savez, c'est le mouvement 2 pouces qui fait qu'on est à plus d'un pouce de toute figurine ennemie. Pour la première fois de cette phase et qui est entièrement à 18 pouces ou moins d'un héros. Vous pouvez utiliser le trait de force pour le faire une deuxième fois. On précise que c'est sur une autre unité. Vous ne pouvez pas repousser 2 fois la même, ce qui aurait été très fort. Du coup, là, ça devient quand même assez situationnel, parce que ça sous-entend que vous devez avoir 2 unités adverses au corps à corps et qu'il y aura un intérêt stratégique à repousser les deux. Typiquement, ça va vous servir que quand vous avez 2 unités adverses posées sur un objectif. C'est pas extraordinaire comme bonus, maintenant c'est toujours bon à prendre. C'est un trick en plus dans une armée qui n'en manque pas. Pourquoi pas. Yes, le trait de commandement, ça va être un général Imatrika, donc quel qu'il soit, en fait, il va avoir l'obligation de le faire, donc sur une vraie taxe. Frappe toute puissante. Quand ce général combat, au lieu d'engager et d'attaquer, vous pouvez dire qu'il va asséner une seule frappe toute puissance. Si vous le faites, choisissez une unité ennemie à 1 pouce ou moins de ce général et jetez un dé. Sur 2+, ça sera des 3 mortels. Alors ça, c'est assez nul, mais en pratique, ça n'arrivera jamais, parce que soit vous aurez un personnage nommé qui n'aura pas accès à ce trait de commandement, soit vous aurez un des 2 personnages génériques qui ne sera pas au corps à corps, à moins que vous ayez fait une petite boulette avec, ou votre adversaire ait plein de petites unités capables de s'infiltrer. Donc c'est une taxe, tant pis, on jouera sans trait de commandement. Yes, l'artefact de pouvoir, pareil, qui va être obligatoire pour un héros Imatrika, donc quelle que soit, on va dire, sa famille ou sa sous-famille, don de la montagne. Choisissez une arme de mêlée du porteur, une fois par phase. Vous pouvez ajouter 1 aux dégâts infligés par une attaque de l'arme choisie. De plus, jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle au porteur. Sur 6, elle est annulée. De plus, à chaque fois que le porteur est affecté par un sort ou un sort persistant, jetez un dé sur du 5, elle sera annulée. Donc il fait un tout petit peu plus mal, il résiste un tout petit peu mieux, il peut un peu combler les sorts, si tu lui demandes gentiment, il te fait le café aussi, l'artefact. Bon, encore une fois, c'est une taxe. Après, comme on l'a dit, il y a des bons bataillons. Je pense qu'on ira quasiment systématiquement en chercher un, surtout si on joue Teclis et qu'on a besoin de diminuer son nombre de pauses. Donc on aura un autre artefact à aller chercher dans ce un peu plus correct, mais pas non plus folichon qu'on a vu tout à l'heure. Faut considérer que c'est des taxes. Dans la plupart des autres allégeances, vous avez ce type d'artefact-là. Ce qui va vraiment servir, c'est l'aptitude globale. Celle-là est quand même très identifiée à la rite et gameplay défensif. C'est bien d'avoir cette option-là. Ensuite, on va découvrir la nation de Siyar. Très séduisante aussi. Les unités Siyar commencent la bataille avec 2 réserves d'Ether Quartz au lieu de 1. Ouais, celui-là, c'est ton petit préféré. C'est vrai qu'il permet de faire beaucoup de tricks. Il permet de fiabiliser beaucoup sa magie, soit en relançant, soit en se donnant +1, soit en pouvant lancer 2 sorts. C'est vraiment très correct. Ce qu'il faut noter, c'est que la plupart des synergies de l'armée, elles sont one-shot, à cause de l'Ether Quartz, ainsi de suite. Bah là, ça dure 2 tours. Ouais. Que ça soit pour fiabiliser avec le +1 en touche au tir, que ce soit pour pouvoir faire un double move grâce à un petit sort qu'on va sortir de la poche. Et donc ça, c'est très fort. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment celle-là qui va être mise en comparaison avec toutes les autres. Elle n'est pas nécessairement au-dessus, elle est juste plus polyvalente. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir la nation d'Imatrika qui dit « Ok, moi, avec cette unité de la montagne, je vais pouvoir ignorer N-1, -2. » Ouais, c'est vrai. Sauf que moi, avec un Ether Quartz, je vais pouvoir ajouter +1 à ma save.
Et donc, avec celle-là, je vais pouvoir faire pendant 2 phases. Tout à l'heure, on verra qu'on va pouvoir avoir +1 pour lancer les sorts. Bah ouais, mais moi aussi, indirectement. En tout cas, je pourrais le faire qu'une fois. Mais ça veut dire que le jour où je veux pas le faire, je pourrais faire autre chose avec. Donc c'est vraiment celle-là qui va être mise en comparaison avec toutes les autres. Et en plus de ça, elle va débloquer l'aptitude de commandement épuiser les réserves. En gros, qui est le fait qu'à partir du moment où on va utiliser justement un Ether Quartz à une phase sur une unité, on va pouvoir déclencher l'utilisation d'un autre Ether Quartz à la même phase sur une autre unité à 18 pouces. Et donc, on va aussi être capable de se dire, je ne suis pas obligé de prioriser un côté de la table ou une unité pour créer ce genre de synergie. Ah, c'est ça qui pour moi va faire la différence, parce que ce que tu as dit, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, elle est plus explosive et plus polyvalente, dans le sens où on peut choisir nos effets. Au lieu d'avoir à se spécialiser, par exemple, dans la défense ou dans la magie, on va choisir ce qu'on veut faire, mais on ne pourra le faire que 2 fois. Ce qui est déjà bien. Voilà. Mais une partie dure quand même 5 tours. Moi, j'avais tendance à dire, si je veux jouer défensif, je veux mon affaiblissement de la reine sur mes 5 tours. Si je veux être sûr de passer mes sorts, je veux mon +1 sur les 5 tours. Celle-là est plus explosif, on va faire un meilleur early game. Par contre, ce qui est vraiment très important, c'est que traditionnellement, le metagame de cette armée va nous induire à jouer une unité avec les synergies dessus, et c'est elle qui va claquer son fragment. Là, le fait qu'on puisse faire avec 2 unités différentes, ça ouvre en fait de nouvelles manières de jouer, et ça va moins polariser la partie sur une unité qui sera bustée. Donc c'est quand même vraiment pas mauvais pour ça, et je pense que c'est cette aptitude de commandement-là qui fait la différence et qui la met légèrement au-dessus des 3 autres. Yes. Déjà, excuse-moi, c'est marrant, t'as parlé de légèrement au-dessus. Ça veut dire qu'on jouera des cités différentes. Oui. Pas comme dans l'ensemble des BT où c'est ta gueule, prends celui-là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment cool. Le trait de commandement qu'on va avoir l'obligation de prendre avec un général Sillard, c'est arrogance provocante. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un héros ennemi à 6 pouces ou moins de ce général, et ce héros ne pourra cibler que le personnage en question. Donc, le cacher derrière justement une ligne, par exemple. Et en plus de ça, on va pouvoir ajouter 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent le héros à cette phase. Et là, il n'est pas précisé si c'est le porteur de l'artefact, si c'est toutes les figurines à X pouces ou de l'armée. Donc à partir du moment où on ciblera ce personnage, en français en tout cas, à voir en tout cas si c'est faqué, on aura quand même +1 pour le toucher. Alors, c'est quand même très fort. Ce qu'il faut imaginer, c'est que si vous avez un personnage qui a ce trait-là, qui n'est pas du tout une texte, que vous le mettez pile au centre d'un objectif, l'objectif faisant 6 pouces de contrôle, vous touchez tous les bords de l'objectif. Donc si vous entourez une unité de Warden ou même une unité d'archer, aucun personnage ne peut venir vous contester l'objectif. Ça peut être très frustrant pour un adversaire qui joue un Archaon ou un Nagash, parce que s'il arrive sur l'objectif, il sera ciblé par ce personnage qui sera au centre d'objectif, il sera donc à 6 pouces. Et comme il pourra cibler que le personnage, mais qu'il ne pourra pas l'atteindre parce qu'il y aura une unité de protection autour, il ne pourra juste pas taper du tout. Il y a quand même beaucoup de listes aujourd'hui qui se concentrent autour d'un Archaon, d'un Catacross, d'un Nagash, de 4 ogres sur Stonehorn, que des personnages. C'est vraiment très fort. Ça, ce trait, c'est un sale trick supplémentaire pour l'adversaire dans une faction qui était déjà correcte, et c'est un des rares qui n'est pas une taxe. C'est dur à mettre en place cette synergie-là, mais sur certains scénarios où vous avez peu d'objectifs, pouvoir en loquer un, en tout cas interdire l'accès de cet objectif au personnage adverse, ça peut vraiment être fort. Et enfin, l'artefact de pouvoir, c'est l'épée parfaite. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Un jet de touche non modifié de 3 pour une attaque effectuée avec cette arme touche la cible. Un jet de blessure non modifié de 3 blesse toujours la cible. Et un jet de sauvegarde non modifié de 3 pour une attaque effectuée avec cette arme rate toujours. Bon, ça c'est pas dingue. Je sais pas pourquoi ils veulent absolument transformer les sorciers de ce Battle Tome en gros combattants de corps à corps en leur ajoutant des attaques, etc. Ça aurait été une très bonne arme sur n'importe quel autre personnage qu'un des 2 petits sorciers qui peut l'avoir. Là, on va la mettre ni sur un Catalar, ni sur un Stone Mage. Mais bon, encore une fois, c'est une taxe, on s'en acquittera. On enchaîne ensuite avec la grande nation d'Iliata. On va avoir l'aptitude lien d'âme à ajouter 2 à la caractéristique de bravoure des unités Vanari. Donc, on le rappelle, les Vanari, c'est les lanciers, les archers, les cavaliers et la Catalar, tout ce qui est montagne dans leur cul. Sauf que là, on découvre un nouveau mot-clé qui est Aelementary Iliata. Et pour le coup, ceux de la montagne sont Aelementary. Et donc, on se dit, est-ce que c'est pas des futures unités? Peut-être. Ensuite, on va avoir comme deuxième aptitude communauté de brutes, qui est après qu'une unité de Vanari a mis à utiliser une aptitude de commandement, vous pouvez choisir une autre unité Vanari a mis à 3 pouces ou moins de la première. Si vous le faites, la deuxième unité peut elle aussi utiliser la même aptitude de commandement sans dépenser de points de commandement. Vous ne pouvez pas utiliser cette aptitude plus d'une fois par phase. Attention, ça veut juste dire en gros que les personnages vont se synergiser entre eux, mais pas qu'une unité va pouvoir bénéficier 2 fois du trait. C'est un bonus qui est assez sympathique, mais qui est assez quand même difficile à synergiser. Il faut imaginer qu'il faut qu'on ait 2 personnages côte à côte pour, par exemple, immuniser pour un seul point de commandement 2 unités en braverie ou donner la possibilité de relancer les 1 pour toucher au tir ou au corps à corps à 2 unités. C'est pas synergisant et en fait, ça va pas induire un type de liste d'armée comme les allégeances qu'on a pu voir juste avant. Donc, c'est sympathique sans plus. Yes, l'aptitude de commandement va être frappe à l'unisson. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à votre phase de tir ou à la phase de combat. Si vous le faites, choisissez unité Vanari ami comprenant au moins 2 figurines. Vous pourrez relancer les jets de touche de 1 pour l'unité choisie. Bah, ça ressemble beaucoup au trait de commandement générique qui est dans le manuel du général 2019 et qu'on peut utiliser en fait pour relancer les 1 pour toucher au corps à corps ou au tir
à l'exception près que là, vous devez cibler une unité de 2 figurines. Mais la grosse différence, c'est que là, vous n'avez pas de portée pour le faire. Vous pouvez le faire n'importe où sur la table. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vraiment très séduisant. Et enfin, l'artefact de pouvoir va être l'amulette simulacre, qui est la première fois que le porteur est tué. Jetez un dé avant de la retirer du champ de bataille. De 1 à 3, elle est niquée. Et de 4 à 6, elle n'est pas tuée. Toutes les blessures qui lui ont été allouées sont guéries. Et les éventuelles blessures qui lui restent, lui allouées, sont annulées. Bon, encore une fois, c'est assez aléatoire. Sur un petit personnage mage, ça peut être sympa. On aurait eu des personnages géants de la montagne, héros, qu'on aurait pu customiser. Ça aurait été bien de le prendre là. Comme on a encore une fois que la Catalar ou le Stone Mage, c'est quand même trop léger. Maintenant, c'est une taxe qui est supportable par rapport à certaines qu'on a pu voir avant, qui étaient moins intéressantes. Ensuite, la dernière nation, c'est la nation de Zaitrek, qui elle aussi est très séduisante, même si, encore une fois, mis sur table, la Ciar... Moi, c'est quand même celle-là ma préférée, parce que j'aime bien avoir mon bonus tout le temps. Sur Tout le temps. beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont eu une première lecture, se dirigeaient systématiquement vers la magique. Et sur table, encore une fois, je pense que l'expérience induira des tricks potentiels plus game breaker que cette stabilité-là. J'aime quand même celle-là. L'aptitude, ça va être brillant mystique. Ajoutez 1 au premier jet de lancement, conjuration ou de dissipation pour chaque sorcier ami à chaque phase de héros. De plus, chaque héros sorcier connaît un sort supplémentaire du domaine approprié. Alors la deuxième partie est pas si bien que ça, même si mine de rien, on a vu qu'il y avait des très bons sorts, donc avoir plus d'outils potentiels à disposition, c'est bien. Maintenant, le plus 1 pour lancer nos sorts, notamment le sort signature de toutes les unités Vanari, qui est de faire des blessures mortelles sur du 5-6 non modifié ou sur du 6, ça double quand même statistiquement le nombre de blessures mortelles que vous allez faire. C'est quand même très fort. Le passer à 6, c'était quand même relativement confortable avec les Thor Quartz. Là, vous le passez à 5, c'est-à-dire vous le passerez quasiment tout le temps. Donc moi, j'aime bien. Oui, mais quand tu regardes justement le nombre de fois que tu vas le passer par tour, le fait d'avoir ton Nether Quartz dans la poste comme une reroll. C'est vrai. Trait de commandement, ça va être étudiant lucide. Ce général peut tenter de dissiper un sort supplémentaire à la phase de héros adverse, comme si on en avait besoin. En outre, la deuxième fois que ce général tente de dissiper un sort pendant la phase héros adverse, vous pouvez relancer ce jet de dissipation. Ouais, je reconnais que c'est pas pour ça qu'on choisira cette sous-allégeance-là. C'est un bonus qui est sympa à prendre, mais sans plus. On va avoir une dizaine de dissipations sur table, en gros, avec les unités dépendamment. Voir autant qu'on veut avec Teclis. C'est vrai. L'artefact de pouvoir, lui, va être le don de Sélénar, qui est jeté un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou une blessure mortelle au porteur. Ajoutez 2 si Teclis est sur le champ de bataille. Sur 6, la blessure mortelle est annulée. C'est quand même en soi pas dingue, et même si on se prend l'énorme taxe sur son griffon, c'est pas dingue non plus. Donc globalement, ça, c'est pas très fort. Et enfin, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on va pouvoir apprendre un sort aux sorciers, puisque les sorciers Zaitrek connaissent le sort suivant, Chaleur écrasante, qui est une valeur de lancement de 7. Si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie visible du lanceur et entièrement à 24 pouces ou moins de lui. Divisez la caractéristique de mouvement de l'unité choisie par 2 jusqu'à votre prochaine phase de héros. Ensuite, jetez un dé. Si le jet est supérieur ou égal à la caractéristique de sauvegarde de l'unité, elle subit des 3 blessures mortelles. C'est quand même un bon sort, qui est pratiquement le même que le sort signature du Stone Mage, ce qui veut dire qu'on peut le faire sur 2 unités différentes, sachant que les armées de cette faction-là vont, je pense, principalement être des armées de magie ou de tir, qui vont avoir du mal quand l'adversaire va arriver au corps à corps. Donc pouvoir ralentir jusqu'à 2 unités, une avec une unité qui connaîtra ce sort-là, et une avec le Stone Mage, c'est quand même pas mauvais. Alors l'un se lance à 18, l'autre à Wally Within 24, c'est grosso modo la même tambouille, et après vous avez le petit bonus de mettre des blessures mortelles à droite à gauche. Je pense que l'armée va pas manquer de blessures mortelles, donc à la rigueur ça c'est assez anecdotique, mais c'est quand même un bon sort. On a fait le tour des 4 cités, et encore une fois, c'est la première fois qu'on a un Battle Tome où on a envie de jouer les 4, ou en tout cas d'en jouer clairement 3, dépendamment de son optique, soit de magie, soit de tanking, soit tout simplement en fait d'avoir une multitude de façons de jouer en multipliant les Ether Quartz. Ouais, c'est assez sympa, effectivement, on n'en a pas 15 des allégeances, pour le coup on en a que 4, elles sont assez ciblées, elles t'amènent plusieurs optiques. C'est sympa d'avoir vraiment une allégeance pour la montagne. Il y en a une qui est un tout petit peu en dessous, mais mine de rien, le bonus en braverie qu'elle te donne t'apporte quand même une certaine stabilité. C'est bien d'avoir ces panels-là. On rentre définitivement dans le dur du Battle Tome. On commence par tout seigneur, tout honneur, Teclis, 660 points, c'est très cher. Il n'est pas assez tanky et c'est pour ça qu'on se posera la question de le jouer, mais ça reste Teclis sur une table et vous allez comprendre pourquoi c'est lui-même, puisque pour le coup, il va avoir 16 points de vie, une bravoure à 10, une sauvegarde à 4. Quand il a plein potentiel, il bouge de 12. Quand il tire, il va avoir son bâton lunaire, c'est le même que dans la figurine qui a 30 ans. Il va faire un tir à 18 pouces en 2+, reine -3, dégâts D6, c'est une figurine luminesce. Il a donc sa petite Ether Quartz ou ses 2 fragments au début de la game. Il peut donc très bien dire, bah tu vois ton personnage, j'ai -1 pour le toucher, c'est pas mon problème. Finalement, je le touche sur du 2, je le blesse sur du 2, il a quand même reine -3, dégâts D6 dans ta gueule. Donc ça, c'est pas mal. C'est un bon sniper. Ensuite, il va avoir l'épée de Teclis, qui va à 1 pouce faire 2 attaques en 4+, 2+, reine -3, dégâts D3. Et en deuxième arme, il va avoir les cercles d'éclat lunaire, c'est tout simplement les petites pattes de Sélénar, qui vont faire 6 attaques en 3+, 3+, reine -2, dégâts flat 2.
c'est bien, mais correct, mais pour un perso à 660 points, on se serait peut-être attendu à un peu plus de dégâts au corps à corps, même s'il est clairement pas là pour ça. Et yes, on rappelle que ça, pour le coup, ça faisait partie de l'allégeance de départ. Il connaît l'ensemble des sorts des 2 tableaux, donc c'est assez séduisant. Il va avoir la règle vol, bien évidemment, et surtout, il va avoir comme aptitude Archimage. C'est Monsieur Archimage, excusez-moi mon crayon, je vais rajouter Monsieur Archimage. En gros, lui, au début de la phase de héros, on va devoir dire s'il va lancer 1, 2 ou 4 sorts. S'il décide d'en lancer un, alors celui-ci passe automatiquement, ne jetez pas de dés cibles et il ne peut pas être dissipé. Dans ton cul, le parchemin, dans ton cul, tout ce que tu veux. S'il décide de lancer 2 sorts, ne jetez pas les dés, ce sort est lancé automatiquement avec une valeur de 12 et ça ne peut pas être modifié. Les sorciers ennemis peuvent quand même tenter de le dissiper. Sur un 13. Il y en a beaucoup qui pourront pas. Et enfin, s'il décide de lancer 4 sorts, c'est pareil, les sorts passent automatiquement, mais avec une valeur de lancement de 10. Je pense que la plupart du temps, à moins vraiment d'avoir besoin de passer un sort très important, on lancera 4 sorts. Parce qu'à part Cinch ou les Séraphons, quand ils ont toute leur synergie de dissipation, c'est quand même pas facile de dissiper des valeurs de lancement de 10, c'est-à-dire qu'il faut faire 11 sur les dés, c'est quand même assez compliqué. Donc la plupart du temps, je pense qu'on passera 4 sorts, on va dire pratiquement de manière automatique, ce qui en fait un sorcier assez exceptionnel, on va pas se mentir. Yes, et c'est surtout aussi, on parlait tout à l'heure des synergies avec les sorts et ainsi de suite, toi qui aimes la stabilité, t'as pas besoin de jeter de dés. Ça, c'est sûr. Tu vas dire, ok, sur la table, il y a -2 au commandement, ok, il y a un trou ici qui vient de pop et résultat, le sort il est dissipe, et derrière, toutes les mecs qui auront -2 pour le lancer là. C'est vraiment très très stable. Par contre, c'est 660 points et c'est là où le c'est ça qui est pas stable en fait, c'est que tu as 660 points qui peuvent potentiellement disparaître de la table tour 1 et malheureusement de manière assez fréquente parce que il faudrait être sûr d'avoir le tour 1, être sûr de pouvoir utiliser 2 de ses sorts pour lui passer le fait d'être éthéré et le Feel No Pain à 5+, ce qui lui donnerait quand même un châssis assez correct, 16 points de vie, sauvegarde à 4 éthéré et Feel No Pain à 5, il peut commencer à encaisser. Le problème c'est que si on n'a pas le tour 1, il est très très dur à protéger. Il est quand même assez gros, donc vous ne pourrez pas le cacher. C'est un monstre, donc il n'a pas l'attention messire, il n'a pas le -1 pour être touché, il n'a pas ce genre de choses. Et aujourd'hui, la létalité du jeu, notamment à distance, fait que les catapultes des Osiarques, les Séraphons, Tzeentch avec ses TP, enfin la plupart des grosses armées, les Skaven avec leur Jesai, vont vous le décrocher du ciel au premier tour en fait. Donc si vous n'avez pas l'assurance de l'avoir au tour 1, il va mourir et vous allez jouer avec 1340 points. En termes de stabilité, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Donc il faut avoir l'armée avec le moins de pause possible. Donc ça veut dire que ça induit un certain build de liste parce qu'on est obligé de prendre les unités qui sont dans les bataillons. Alors heureusement, les bataillons couvrent à peu près toutes les possibilités, mais ça veut dire qu'on va payer des points de taxe. Donc mine de rien, il coûte cher. Plus, il faudra aller chercher le petit Endless pour le protéger parce qu'il y a un Endless, on verra tout à l'heure, qui permet de le protéger. Et sur ces 4 sorts, il va en utiliser 2 pour se défendre lui-même. C'est-à-dire son impact sur la table va quand même être un peu amoindri par rapport à ça. Donc il est vraiment très cher. Après, il est quand même très correct. Mais je le trouve compliqué à rentrer dans une liste. Yes, pour continuer dans ses petites aptitudes, il va avoir l'aura de Sélénar, ajouter un au jet de lancement de conjuration et de dissipation des unités lumineuses amies à portée de l'aura. Quand il a plein potentiel, c'est 16 pouces. C'est pas du Wally Woody, c'est un pied qui touche à 16 pouces ou un bout du socle, ça suffira. En autre aptitude, on va aussi avoir le disque des Elementary, qui est le fait qu'il peut décider automatiquement de dissiper ou d'abjurer un sort direct, qu'il n'a pas de limite dans ses tentatives de dissipation. Ça aussi, c'est quand même assez séduisant. Sachant qu'il a +1 en plus pour le faire, donc il dissipe quand même vraiment très très bien. Yes, il connaît bien évidemment, en plus des 2 sorts de tout à l'heure, tout ce qui est sort générique, très magique, bouclier mystique, protection de Teclis et blancheur iridescente. On va justement en parler un petit peu. On va avoir protection de Teclis qui est une valeur de lancement de 10, mais ça limite, on s'en fout. Ça veut juste dire qu'il le passera automatiquement s'il décide de mettre 4 sorts. S'il lance avec succès jusqu'à votre prochaine phase de héros, jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle aux unités amies entièrement à 18 pouces ou moins du lanceur sur 5+. La blessure ou la blessure mortelle est annulée. Ce sort ne peut pas être lancé en même temps justement que le Feel No Pain générique de Ish. Et enfin, dernier sort, c'est la blancheur incandescente, qui est une valeur de lancement de 10. Si lancé avec succès, jetez un dé pour chaque unité ennemie à 18 pouces ou moins visible lanceur. Jetez un dé sur 1, rien ne se passe. De 2 à 4, elle prendra D3 blessures mortelles, et sur du 5, elle prendra D6 blessures mortelles. C'est un bon sort de dégâts directs. Après, comme on voit qu'il a accès aux 12 exceptionnels sorts qu'on a vus tout à l'heure, dont certains pratiquement des meilleurs sorts du jeu, donc il le lancera quasiment jamais. Voilà. Après, c'est bien qu'ils aient pris la précaution qu'on puisse pas lancer la protection de Ish et la protection de Teclis en même temps. Ça évite quand même d'avoir 2 unités à Feel No Pain S5, ce qui aurait peut-être été un peu trop défensif. Ça reste des elfes en tutu. Voilà. Après, quand on regarde, par exemple, son duel contre Nagash, il va lancer le sort sur Nagash qui lui met -2 pour caster. Nagash castant de base à +3, Nagash va caster ses 8 sorts à +1, et lui il va dissiper autant de sorts qu'il veut à +1. Donc en fait, il tient, en défense magique, il tient celui qui était aujourd'hui considéré comme étant le meilleur mage du jeu. Sachant que de manière offensive, Nagash a aussi un bonus pour passer ses sorts, et lui il va quand même les passer à 10,
ou à 12. Donc Nagash va avoir du mal à le dissiper. Le problème, c'est que Nagash est extrêmement tanky et qu'on peut le soigner, alors que Teklis est quand même très fragile. Voilà. C'est pour ça qu'il est difficile à mettre en jeu. Il est très fort, il synergise l'armée parce qu'il leur donne des bonus pour toucher, des bonus pour dissiper. Il a une vraie mainmise sur la phase de magie. Par contre, il est très fragile et à mon sens, peut-être un peu trop fragile pour vraiment percer en compétitif, parce que c'est quand même très risqué de mettre autant de points dans une figurine qui peut mourir assez vite. C'est le problème qu'a Alarielle, en fait, qui a à peu près le même châssis, le même coup en point, et qu'on voit peu par rapport à des Archaons ou des Nagash ou des Morathi, en fait, qui ont des règles qui les protègent. Alors, heureusement qu'il ne soit pas trop fort en tant qu'Inès, parce que c'est quand même un monstre en magie, mais le problème, c'est qu'il a quand même un impact modéré au corps à corps, et qui meurt très vite. Donc moi, j'ai un peu du mal à le rentrer dans une liste aujourd'hui. On passe maintenant à la lumière d'Eltarion, figurine ultra iconique de ce nouveau Battle Tome. Elle avait fait énormément de bruit parce que la sculpture est une armure vide qui vole, littéralement. Ouais. C'est ouf. Elle est en plus assez facile à monter par rapport à ce que je pensais et bon, donc elle va être assez folle à peindre aussi. On est à 220 points, on bouge de 6, 7 points de vie, une bravoure à 10 et une sauvegarde à 3. On a de base la règle éthérée, donc on est sur un 3 non modifiable, en bien comme en mal. On se rappelle que tout à l'heure on a commencé à en parler, on a de l'éther quartz, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas la confirmation qu'on puisse l'utiliser comme un sorcier. On va préciser, avant de passer à son profil, que clairement, c'est une des unités du jeu qui, au niveau de son fluff, a la meilleure écriture qu'on va retrouver aujourd'hui sur Age of Sigmar. Je sais pas ce que t'en as pensé, ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'était assez fou. Ouais. Hein. On reprend vraiment End Time et on explique pourquoi est-ce qu'on les encule. Et ça, c'est assez cool. On explique justement de la main de poussière d'Arcane, qui est que là, c'est ce qui explique le vieillissement, excuse-moi, d'Arcane, qui est qu'aujourd'hui on a essayé de récupérer son arme et donc en fait à chaque fois qu'on le met dans l'armure ça faisait prout, mais que comme l'armure s'imprègne quand même de l'âme d'Eltarion, et ben elle se reforme. C'est juste super cool, vraiment. Que vous ayez joué ou pas cette armée, je vous invite clairement à lire ce fluff. Ce qui veut dire que dans le fluff, le vieillissement d'Arcane est plus fort qu'il est en termes de règles. Parce qu'il a duré 10 000 ans, il a traversé une version complète du jeu, et il continue toujours à tuer ce pauvre Eltarion. C'est vrai que le fluff est quand même assez incroyable. Pour maintenant s'arrêter un petit peu justement sur son rôle quand même, de casser des bouches. Il va avoir 2 armes. Déjà, avant de rentrer dans celle-ci, il va avoir l'aptitude qui est épéiste suprême. En gros, dès qu'il va faire un jet de touche non modifié de 6, alors il va faire 2 touches au lieu d'une. Et au niveau justement des armes, vous allez voir qu'il touche sur du 2 et qu'il ignore les modifications par rapport à ça. Donc avec le Croc d'Eltarion, s'il fait un 6 pour blesser, alors ça sera une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. C'est aussi un dueliste qui fait qu'il va faire plus 1 dégât dès qu'il va cibler un héros. Il va donc faire 4 attaques en 2 non modifiables, 3 reine -3, dégâts des 3, plus 1 si jamais c'est un personnage. Et 2 attaques en 2 3 reine -1, dégâts des 3, plus 1 si c'est un personnage. Lui, je l'aime bien parce qu'il est fiable en fait. Il touche à 200 malus, il a save à 300 malus. Plutôt carré. Au tir, il n'a pas d'arme à projectile, mais il va avoir le trait de lumière incandescent. À votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie visible de cette figurine et à 18 pouces ou moins d'elle et jeter un dé. Sur 1, rien ne se passe. De 2 à 4, ça sera D3 BM et sur du 5, ça sera D6 BM. Un petit blast assez sympa, ouais. Donc en fait, tu n'as pas attention messire dessus. Ouais, ouais. Non, c'est un bon petit blast, ouais, on est content de l'avoir. Yes. Au niveau de son aptitude de commandement, ça va être vaillance inflexible. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de déroute. Si vous le faites, choisissez une unité amie ayant cette aptitude de commandement et jusqu'à la fin de la phase, toutes les unités luminescentes entièrement à 24 pouces ou moins sont considérées comme ayant une braverie à 10. C'est un bonus assez sympa en fait. Si votre adversaire a tapé plusieurs de vos unités, plutôt que d'en immuniser une totalement Battle Shock, vous allez prendre des pertes plus modérées sur toutes les autres. C'est pas mal d'avoir ça. Encore une fois, 24 pouces, c'est un bon rayon. On vient de voir sa létalité, ses petites règles spé, beau dueliste, 220 points, cohérent par rapport au War Scroll, mais est-ce qu'il va avoir son rôle ou sa place dans une armée lumines? En fait, c'est la Rolls-Royce des unités de chasse. C'est-à-dire qu'il est extrêmement fiable. Il est un tout petit peu lent. C'est son seul défaut. Maintenant, on a un sort dans l'armée qui permet de lui donner un mouvement qui est quand même très correct. Et quand il tombe sur quelque chose, que ce soit un personnage ou une petite unité, une machine de guerre, il va la tuer à coup sûr. Et il est quand même assez résistant. En fait, c'est un personnage déjà qui synergise quand même pas bien avec le reste de l'armée. Il est quand même un peu tout seul dans son coin. Ça reste le rôle d'unité de chasse, mais c'est pas un meneur d'armée. C'est plutôt un personnage qui va se déporter sur un coin. Et en fait, il est très méta-dépendant. C'est-à-dire que si le méta, et ce qui est le cas aujourd'hui, est capable de générer beaucoup de blessures mortelles, il va mourir très vite. Parce que c'est bien beau d'avoir une sauvegarde à 3 éthérée, mais si on prend que des mortels, sachant qu'il n'a pas de feel no pain, il va mourir malheureusement extrêmement vite. Alors, on peut lui en donner un à la magie, mais ça commence à faire beaucoup de ressources. Par contre, dans un méta plus corps à corps, avec moins de tirs, ou avec, par exemple, des gros canons qui auraient des attaques de tir unique avec une grosse reine et des dégâts multiples, il va moins subir ce genre d'attaque. Tu vois, par exemple, l'attaque de Teklis qu'on a vu qui était très forte, lui ne la subit pas. À l'inverse, il va se prendre une saturation de flèches de ses copains archers qu'on va voir juste derrière, il va mourir. Donc, dans le méta d'aujourd'hui, je le trouve très compliqué à jouer. Voilà, parce qu'il y a trop de blessures mortelles, que ce soit des sorts de Tsinch, que ce soit les caméléons, les salamandres, des séraphons, ou que ce soit même les luminettes.
Il y a beaucoup trop de mortels pour qu'aujourd'hui je le trouve vraiment performant par rapport à son coup en point. Il y a un an, j'aurais pas du tout eu le même discours. Donc encore une fois, il faut voir comment le méta évolue pour savoir si ce personnage est sortable ou pas. En partie amicale, où vous n'avez pas de question de méta ou ce genre de choses, je pense qu'il est quand même très sympa à jouer. Et ouais, pour le coup, il va les gagner parce que c'est quand même un super dueliste. Là où j'appuie ce que tu dis, c'est surtout son positionnement à 220 points. On a les petits magiciens, 130, 140 points, on va avoir envie de les jouer 1, 2, 3, par 1, par 2. Vraiment, on peut tout le temps les mettre, ça sera toujours rentable. Dès qu'on va avoir dans les 300 points, on va aller chercher un champion de la montagne où lui, pour le coup, ça va être dégâts flat 20. Et donc, il est entre les deux. Il est entre les deux. Maintenant, c'était bien d'avoir un combattant dans ce type de points-là dans l'armée. Le fait que ce soit un perso nommé, c'est un peu gênant. Parce qu'à la rigueur, le même profil, avec le même nombre de points, mais customisable, on aurait pu en faire un truc intéressant aussi. Donc ça, quelque part. Après, au niveau du fluff, c'est logique, c'est l'âme d'Eltarion, c'est logique que ce soit un personnage nommé. Maintenant, il est aussi capable de sortir des personnages en une phase de corps à corps qui valent pratiquement son double de points. Donc il est assez intéressant à ce niveau-là. Est-ce que dans le méta d'aujourd'hui, on rencontre ce type de gros personnages qui sont faciles à sortir ? Pas non plus. C'est vrai qu'il est compliqué à sortir aujourd'hui. Après, l'analyse doit être repensée à partir du moment où on aura la réponse à savoir si c'est un sorcier ou pas. Et encore une fois, avec la bonne sous-faction, s'il est capable de lancer 2 sorts, on n'aura plus du tout le même discours par rapport à lui. On passe ensuite au premier personnage générique, ça va être le Sinari Catalar, il vaut 140 points. C'est celui notamment qui connaît tout le domaine de Hish. Il bouge de 6, 5 points de vie, bravoure à 7, sauvegarde à 5, une attaque. On se rappelle tout à l'heure qu'il y avait une petite artefact pour lui rajouter 3 attaques, il va toucher sur du 4, blesser sur du 2, sans rien de dégâts des 3. À la limite, on s'en fout complètement. Je vais quand même rappeler le mécanisme des Ether Guards, qui est qu'à partir du moment où une unité va l'utiliser, un personnage Catalar, et ça tombe bien, c'est le seul, va pouvoir absorber la tristesse et la diriger sur une unité ennemie à 18 pouces, en leur donnant -1 à la braverie. Au niveau de son aptitude, ça va être passation d'émotion. Au début de la phase de déroute, vous pouvez choisir une unité luminesce amie entièrement à 18 pouces ou moins de cette figurine et jeter un dé. Sur 2+, ne fait pas de test de déroute. Si une ou plusieurs figurines de l'unité choisie ont été tuées pendant le tour, vous pouvez choisir une unité ennemie à 18 pouces ou moins de cette figurine qui doit encore effectuer un test de déroute à cette phase. Si vous le faites, ajoutez le nombre de figurines mortes de l'unité amie comme malus à l'ennemi. C'est assez unique comme aptitude et c'est assez sympa aussi. Voilà, ils ont pris tous les bons garde-fous, c'est-à-dire qu'il faut le faire sur une unité de plusieurs figurines ennemies, donc on peut pas faire par exemple dérouter un personnage, et il faut que l'unité ait un test à faire, c'est-à-dire vous pouvez pas prendre une unité qui n'a subi aucune perte, dire moi j'en ai perdu 12, tiens ton malus de -12, voilà. Donc ça ne marchera quand même que très peu pendant le tour de votre adversaire, à moins que les unités soient déjà au corps à corps. Par contre, pendant vos phases à vous, entre la magie et le tir, vous allez avoir la possibilité de dire cette unité, je vais lui faire très mal, et cette unité-là, je vais juste lui tuer un gars. Et par contre, je vais essayer de lui transférer les pertes. Alors après, comme ce sera les pertes faites pendant votre tour, il y en aura encore une fois que au corps à corps. Donc c'est une synergie qui sera dure à mettre en place au tour 1. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette synergie-là, qui est très intéressante à jouer et qui va vraiment faire beaucoup réfléchir. C'est pour ça que j'adore ce personnage. Yes. Au niveau justement de ses aptitudes magiques, on le rappelle, c'est un magicien. Et il connaît en plus des sorts génériques très magiques, bouclier mystique, trait de l'âme, qui va lui se lancer sur du 7. Choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins visible du lanceur. Et c'est la même chose que tout à l'heure, c'est pour ça qu'on fait les gros yeux. À partir du moment où l'unité va vouloir faire une action de mouvement, de charge, de tir ou de combat. Par contre, là, ça ne concerne pas le mouvement de la mise en contact de 3 pouces. On va jeter 2 dés, donc, et comparer par rapport à la bravoure. Si le jet est au-dessus, alors l'unité ne fera rien. Bah déjà que sans son sort signature, on l'aurait systématiquement joué par 1. Bah là, on va le jouer par 2. Parce qu'au cas où il y en a un qui meurt, on a toujours le sort derrière. On a déjà pas mal développé la potentielle horreur, frustration ou intérêt stratégique que pouvait nous apporter ce sort tout à l'heure dans le domaine de la montagne. Là, il est un tout petit peu différent dans le sens où il permet pas d'empêcher un mouvement de Pailin, comme on a vu tout à l'heure. Il permet d'empêcher quand même un mouvement, une charge, le fait de combattre au corps à corps ou le fait de tirer, qu'il n'est pas entièrement à 18 pouces. Bon, ce sort est exceptionnel. Voilà. Il se lance sur un 7. On a développé toutes les synergies qui permettaient de le passer sur un 6 reroll ou sur ce genre de choses. C'est très très fort. Je pense que du coup, le personnage est auto-include, ça c'est sûr. En plus, c'est un des rares personnages non nommés de l'armée. Vous le jouerez systématiquement par 1, vous essayerez de le protéger. Et je pense qu'en combinaison avec un Stone Mage qui va avoir le sort qu'on a vu tout à l'heure, ça va vraiment créer une emprise sur les déplacements de votre adversaire qui est très fort. Aujourd'hui, on a Be'lakor, par exemple, en Slave to Darkness, qui est une unité qui est assez sous-estimée, mais qui a cette capacité de faire un effet similaire pendant un tour sur une unité sur du 4+.
Là, vous avez deux personnages qui peuvent cibler des unités différentes, et s'ils restent au bout de la partie, qui vont vraiment être une énorme épine dans le pied de l'adversaire. Ce personnage est très très bon. Yes, on va enchaîner ensuite avec le Vanari Dawn Rider. Ça n'est pas une ligne, mais ça peut le devenir pour chaque unité qu'on va avoir de lancier. Une unité, soit de Dawn Rider, donc de cavalier, ou alors d'archer, peut devenir ligne. On va pouvoir les jouer de 5 à 20 et ils vont coûter 130 points par tranche de 5 figurines, donc 26 points le petit dada. On va bouger de 14, avoir 2 points de vie, une bravoure à 7, une sauvegarde à 4. Le sergent de l'unité va être équipé d'une épée de gardien qui va faire 2 attaques en 3+, 4+, raid -1, dégâts 1. Le reste va être équipé de lances métal solaire qui vont à 2 pouces faire une attaque en 3+, 4+, sans raid, dégâts 1. Et chacun d'eux, par contre, va avoir des petits sabots, puisque c'est les attaques des montures qui vont faire 2 attaques en 4+, 4+, sans raid, dégâts 1. On va déjà avoir comme première particularité le fait de devenir magicien si le sergent de l'unité est présent et que l'unité contient plus de 3 figurines. Auquel cas, elle pourra tenter de dissiper un sort en phase adverse et de lancer un sort à notre phase. Elle ne connaît pas de sort générique, mais connaît un des sorts du tableau qu'on a vu précédemment, et aussi puissance de Ish, qui est que, en gros, son aptitude de métal solaire procra non pas sur du 5, mais sur du 6. Et cette aptitude est la suivante: si le jet de touche non modifié pour une attaque de lance de métal solaire est 6, alors on infligera une blessure mortelle et la séquence d'attaque s'arrêtera. Il est précisé quand même que n'importe quel nombre de sorciers luminettes peut tenter de lancer cette puissance de Ish pendant la même phase de héros. C'est donc une vraie exception sur le fait qu'on va pouvoir spammer le lancement de ce sort. Et aussi, on pourrait se dire, 26 points par tête de pipe pour faire une pauvre attaque de 3+, 4+, sans un dégât 1, bah c'est pas fou, mais il faut voir autre chose. Il faut voir qu'au début de la phase de combat, vous pouvez dire que cette unité va utiliser son aptitude de sillon fatal. Si vous le faites et qu'on cible une unité qui a 1 ou 2 PV, on pourra ajouter une attaque à ses attaques de lance, et si jamais on n'a qu'un point de vie en face, alors ça sera 2 attaques. Et que ça s'ajoute aux attaques d'épée, de lance ou de sabot. Et donc, on va se dire que si on taque du mono PV, on va dire ça comme ça, on va faire 3 attaques en 3+, quand on charge, on va avoir plus 1 pour blesser et plus 1 à la raid, donc en 3+, raid -1, dégâts 1. Bah, c'est quand même la seule unité dont le sergent a 11 attaques, quand il tape sur des gars qui ont 1 point de vie. Moi, j'aime beaucoup cette unité, parce que je trouve que c'est une très bonne unité de chasse. En fait, pour 130 points, vous avez quand même 10 points de vie de gars qui bougent à 14, qui peuvent apprendre le sort qui lance à 5, donc assez facilement, qui leur permet quand même de bouger à 28, que vous pouvez rendre, par exemple, au premier tour, si vous la projetez dans les rangs adverses, assez tanky mine de rien, en la passant éthérée, en lui donnant un fil no pain à 5, qui va très très bien meuler les cordons. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette unité-là. Elle commence à être très mauvaise quand vous tapez sur au-delà de 2 points de vie. Voilà, ça vaut limite même pas le coup d'y aller. Par contre, elle a suffisamment d'impact à la charge avec les lances et les petites attaques de saturation, plus les quelques BM qu'elle va faire pour sortir un petit perso à 5-6 points de vie qui n'a pas une trop grosse sauvegarde. Et elle va vraiment très bien meuler le cordon parce que mine de rien, vous gagnez beaucoup d'attaques. Parce que les attaques, vous les gagnez sur la lance et vous les gagnez aussi sur les montures. Donc quand tu tapes des cordons qui la plupart du temps ont 1 point de vie, tu passes quand même à 7 attaques par gars. T'en joues 5, tu balances quand même 35 attaques et à peu près 2-3 mortels. J'aime vraiment beaucoup cette unité-là. Alors je pense pas qu'elle soit extrêmement efficace en effectif maximum, parce que c'est quand même 520 points pour les 20 gars. Maintenant, si vous mettez toutes les stratégies de défense dessus et que vous la posez sur un objectif, vu son très bon mouvement, vous pouvez aller même chercher des objectifs dans la zone de déploiement adverse. Elle va quand même tanker assez longtemps. Mais je pense qu'il y a 2 unités dans l'armée qui sont meilleures dans le rôle de tanking. Voilà. Après, franchement, pour aller sniper quelque chose, j'aime vraiment beaucoup cette unité. On passe ensuite sur l'unité qui malheureusement casse un petit peu de Battle Tom parce qu'elle est trop forte. C'est-à-dire que n'importe quel enfant va savoir la jouer et fumer n'importe qui avec. Et bien jouée, elle va être encore meilleure. On va donc parler des sentinelles, des archers. Eux, pour le coup, ils sont jouables de 10 à 20 et ils coûtent 140 points, les 10, donc 14 points par figurine. On va bouger de 6, avoir 1 point de vie, une bravoure à 6 et une sauvegarde à 5. On va avoir un seul arc, mais 2 méthodes de tir. On va avoir un tir direct à 18 pouces qui va faire une attaque en 3+, 4+, raid -1, dégâts 1. On voit aussi qu'il y a un tir indirect qui est expliqué par une aptitude qui est possédée par la AS Sentinelle. C'est donc le sergent de l'unité qui est à la place d'un arc et équipé d'une petite torche. Et en gros, elle va pouvoir cibler une unité non visible à 30 pouces, l'éclairer et dire que l'ensemble des unités, s'ils sont 10, ça fera 9 tirs, ou s'ils sont 20, ça fera 19 tirs, vont pouvoir tirer sans ligne de vue avec le profil de l'arc Olaran de tir en cloche, 30 pouces, une attaque de 4+, 4+, sans raid, dégâts 1. On va donc faire choix de tirer à 18 pouces, 24 si on bouge, en 3+, 4+, raid -1, dégâts 1, ou alors, si on n'a pas de ligne de vue, à 30 pouces, en 4+, 4+, sans raid, dégâts 1. La particularité, c'est qu'on est aussi sur des armes à métal solaire. Donc, tout comme les lances, on va pouvoir, sur un jet non modifié de 6, faire une BM. Et tout comme les cavaliers, avoir le sort magique de puissance de Hish, qui est que, en gros, sur du 6, alors on procra sur du 5 et non pas du 6. Et là, si on commence à faire des maths,
On se dit que systématiquement, on fera des tirs en cloche parce qu'on s'en foutra de toucher sur du 4 ou du 3. On se foutra de la rend. On se dit que par 20, on fera minimum entre 6 et 7 blessures mortelles, même sur les personnages, parce que c'est sur du 5 non modifié. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette unité? Par quel effectif? Quel usage? Je rappelle quand même que si on joue une unité de bouclier, elle devient automatiquement en troupe à partir du moment où on joue une unité à côté, et ainsi de suite. Bah, que je l'aime pas. Voilà. En fait, j'aime pas cette unité. C'est pas sa puissance intrinsèque qui me gêne, même si elle est un peu trop forte. C'est sa simplicité d'utilisation, en fait. Moi, prendre 19 dés, moi, jeter 19 dés, moi, faire 7-6, ou 5, ton perso, il y en a mort, moi, grand joueur d'AOS. Et ça, c'est un peu frustrant. Alors, quand il y en a une ou deux, ça va. Maintenant, on sait très bien qu'il y a des petits malins qui vont s'amuser à en jouer 4, des unités comme ça. Et en fait, elle enlève tout l'intérêt stratégique de la partie. Le fait qu'il n'y ait pas de ligne de vue, le fait que ce soit 30 pouces. 30 pouces, il faut vous dire que les gars bougent de 6, donc en fait, c'est 36. Qu'on peut leur passer le sort pour les faire bouger 2 fois, donc c'est 42. Que la plupart du temps, vous avez 12 pouces de zone de déploiement. Donc en fait, vous pouvez tirer sur toute la table. Vous pouvez sniper n'importe quoi. C'est-à-dire que votre adversaire va essayer de cacher son personnage derrière un couvert, de lui mettre des malus pour toucher. Non, j'aime pas l'expression que tu emploies d'habitude, mais c'est ça, c'est ta gueule les règles. Et ça a un côté qui est un peu frustrant. Avec... Ouais, désolé. Désolé, je m'énerve. Avec un côté qui est un peu frustrant, avec autant de simplicité en fait. Le 30 pouces, c'est énorme comme portée. Les blessures mortelles sur du 5-6 non modifié et pas de ligne de vue, n'en jetez plus, c'est trop. En fait, c'est cette règle-là. Sans ça, sans la règle de pouvoir sniper sans ligne de vue, je trouvais que c'était une très bonne unité, qui était cohérente avec son coup en point, qui avait 2 modes de tir. Bon, le River, il se suicide quand il voit ce scroll là, parce qu'il voit à peu près le même nombre de points, il se dit pourquoi moi Luminette, t'es Dieu, Idonette, t'es au fond de l'eau, pauvre River. Mais sans cette unité-là, elle était bien. Elle t'apportait du tir à longue portée, sur 4+, sans reine, c'était pas fou non plus. Mais là, ils t'ont rajouté DBM sur du 6, potentiellement sur du 5, et tu iras le chercher ton 5. Parce que c'est là que tu vas aller synergiser ton +1, ta reroll, donc ton sort, tu vas le passer. Et sans ligne de vue à 30 pouces, à un moment, c'est trop. Voilà. Et en fait, cette unité, je l'aime pas, parce qu'il n'y a aucun reward, en fait. Je prends les dés, je les jette, ton gars, il est mort. Ouais. C'est dommage parce que la figurine est magnifique. On est sur des figurines très grandes, très élancées, très fines. On est sur, quasiment pour la première fois, on a des arcs avec des cordes sculptées. C'est vrai. Oui, non, mais c'est vraiment dommage. Si on passe le fait qu'elle est très forte, on va quand même parler aussi de l'utilisation des Ether Quartz. Ouais. Puisque pour le coup, on se dit qu'en tir direct, on va quand même toucher à 3. Si jamais on veut, on peut avoir +1 pour toucher. Donc on va toucher à 2, on va blesser à 4. Pour relancer les 1. Par exemple aussi, ouais. Donc en fait, on va être à full touche, on va blesser sur du 4 et reine -1, dégâts 1. Donc même ça, c'est assez cool. Ou alors un Ether Quartz pour lancer un deuxième sort, se dire, moi BM sur du 5, ou alors +1 et ainsi de suite. Ou alors au début de la phase, je déclare que cette unité lancera 2 sorts. Tu t'es mis en dehors, et ben c'est pas grave, je vais pouvoir lancer le double move. Ouais. Et après, de toute façon, tu ne pourras pas te cacher. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier dans les calculs qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas considéré que l'unité sur laquelle vous tirez a pris le Doom, dont on a parlé tout à l'heure. Parce que si l'unité a pris le Doom, en fait, vous jetez vos 19 dés, vous gardez les 5-6, vous relancez tous les autres qu'ils aient touché ou pas, c'est pas grave. Après, tu blesses à 4 et t'as pas de rien. Et tu vas refaire des 5 et des 6. Donc, en fait, tu vas mettre 10 mortels avec cette unité-là. C'est trop. Pour 280 points. En fait, pour 280 points, sans ligne de vue. À 36 pouces, parce qu'il bouge de 6 et il tire. Sans ligne de vue, c'est trop. C'est trop. Et malheureusement, on sait très bien que cette unité va être potentiellement spammée. Alors en solo, il y a toujours le risque de dire si je spam ça et que j'affronte de l'idonette qui va faible ou ce genre de choses, il peut m'attraper. Mais en format par équipe, cette armée, elle va réussir à sniper des armées qui n'ont pas de projection, pas de TP, et elle va être vraiment très compliquée à gérer. En fait, c'est dommage qu'un Battle Tome très équilibré, avec plein de règles, plein de synergies, plein de tricks, où tu te dis, va vraiment falloir que je me creuse la tête pour en tirer la quintessence. Je peux tricker là, je peux faire ci, je peux faire ça. Ce qui était quand même pas le cas des derniers Battle Tome qu'on a eu, où parfois tu avais des pages 89 de violence brute. Là, tu n'avais rien de monstrueux, sauf cette aptitude qui a un nom horrible en plus, Lanterne Gerfo Oracle, merci. C'est page 88. Certain. Et voilà, là, moi j'y vois un signe. Ouais, le prochain, ce sera la page 87 qu'il faudra déchirer. C'est dommage. En fait, cette aptitude-là, c'est surtout le pas de ligne de vue, ouais, ça m'a rendu un peu colère. Yes. Malheureusement, j'aime pas ce Je vais juste clôturer quand même dire, elle est très forte, elle est con, mais en fait elle est super stylée, je trouve que ça va super bien avec une armée au elfe. Ah oui, je suis d'accord. On sent qu'ils ont un petit peu repris les anciens, les trucs super moches avec plein de drapés où tu pouvais les mettre. Moi, quand j'ai vu une unité d'archer, je me suis dit super, on va avoir une bonne unité de tir. Bon, alors en plus, on rappelle qu'ils peuvent se mettre en shiny compagnie, quand ils sont tous collés les uns aux autres. En plus, on a -1 pour les blesser. Donc c'est vraiment les phalanges d'archers old school, c'est sur 2 rangs. Qu'on peut quand même leur mettre un éthéré, qu'on peut leur mettre un Philopane à 5, donc mine de rien, on peut leur rendre un petit peu tanky. Ils peuvent passer à sauvegarde à 4, puisqu'ils peuvent aussi avoir +1 à la sauvegarde. Bon, ça fait beaucoup. C'est dommage qu'il y ait une règle trop forte qui casse toutes les règles du jeu actuel. C'est un peu dommage d'avoir ça dans ce Battle Tome là. Alors qu'il y a plein de choses intéressantes à aller chercher. J'espère sincèrement qu'on ne tombera pas dans ce pal débile de cette unité là et qu'on ira chercher toutes les autres possibilités du Battle Tome. Tu sais ce qui va se passer.
je vais en avoir 120, je vais jouer contre un Séraphon, je vais lui one-shot cet enculé de slan de merde, et je vais dire, non, j'arrête, t'as gagné. Mais je l'ai niqué. Ouais. On va passer ensuite à, pour le coup, une super unité, c'est les Warden. Super parce qu'esthétiquement, elle est folle. La lance fait littéralement 3 pouces Ça de tombe longueur. bien. Ça tombe bien, elle a range 3. Là, pour le coup, on va bouger de 6, on va avoir un point de vie, une bravoure à 6, une sauvegarde à 4 qu'on peut, avec un Nether Quartz, passer à 3 une fois par game ou 2 fois. On va être jouable de 10 à 30 et coûter 120 points par tranche de 10. Donc franchement, on est sur une bonne unité parce qu'elle Carrément. est équilibrée. Et ça fait plaisir. Ouais, elle est on est très sur cohérente. des vrais lanciers elfiques. Ah, c'est des super piquets, cool. elle a 3 pouces de portée, c'est plus de la lance, c'est de la Des pique. piquets, hein. ok, Ouais. Au niveau des aptitudes, on va avoir flasque lunaire. Une fois par bataille, on peut déclarer qu'on va utiliser cette flasque. On va pouvoir choisir une unité ennemie à 3 pouces ou moins, justement, de cette unité. Et sur un 2, elle prendra des 3 blessures mortelles. On va avoir des armes à métal solaire qui, comme d'hab, font une BM sur du 6 pour toucher. Et on va avoir le sort puissance de Hish, qui est que sur du 6, ça procra sur du 5. On va quand même préciser que mur de lame, si l'unité ciblée a effectué un mouvement de charge au même tour, ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques de piqué. Au niveau de ces fameuses armes, le champion de l'unité va être équipé d'une lame de champion qui va faire 2 attaques en 3+, 4+, raid -1, dégâts 1. Et donc les piqués du gardien, ce qui va vraiment faire la richesse de cette unité, c'est 3 pouces de portée, 2 attaques, 3+, 4+, donc 3+, si l'autre a chargé, 100 raid, dégâts 1. Mine de rien, effectif maximum, tu te rends compte que tu vas mettre 60 pains, parce qu'ils vont tous taper avec leur portée de 3 pouces, et que si tu as réussi à synergiser ton 5+, tu vas mettre 20 blessures mortelles. Pour 360 points. Voilà, pour 360 points, avec le -1 pour être touché, avec une bonne sauvegarde à 4 qui peut encore une fois passer en éthéré, avec un potentiel feel no pain à 5. Donc eux, quand ils seront posés sur un objectif, ils vont être très durs à déloger. Peut-être même un peu trop dur à déloger, ce qui est un tout petit peu gênant par rapport au Stone Guard, qui était vraiment l'unité qu'on va voir juste après, qui est l'unité défensive par excellence. Les Wardens sont pratiquement aussi bons dans le même rôle, et tapent limite aussi fort. Voire même plus parce qu'eux mettent de la blessure mortelle. Après, c'est une unité qui est cohérente parce que la blessure mortelle, ils la mettent au corps à corps, ils la mettent pas à 30 pouces sans ligne de vue. Donc voilà, l'adversaire peut essayer de l'affaiblir avant au tir, peut essayer de la charger de plusieurs manières différentes, mais c'est la vraie bonne phalange défensive que vous avez envie de poser sur votre objectif. C'est une très bonne ligne, c'est la seule ligne générique de l'armée. Vous êtes obligé d'avoir au moins une unité de ces gars dans votre armée, je trouve ça très bien pensé. Franchement, j'aime beaucoup cette unité, les figues sont très belles, elles sont beaucoup plus grosses que ce à quoi on pensait. Ça va être un cauchemar à transporter par contre, parce que les lances de 3 pouces, aïe aïe aïe. Mais voilà, je trouve que c'est joli, une armée d'elfes qui va être articulée autour de 1 ou 2 gros régiments de ces gars-là. Franchement, c'est joli. T'en as parlé, c'est les lignes, et c'est eux qui vont justement proquer le fait que j'ai une unité de Warden, je peux avoir une unité de Sentinelle ou de Guard à côté, et justement tout passera en ligne. On a fait le tour de la partie Vanari, pour rappel leur aptitude d'allégeance, même si ça ne demande pas de faire un choix, c'est juste que comme ils ont le mot-clé, on va l'utiliser. C'est le fait que quand on a des figurines collées, d'avoir -1 pour être touché. On va ensuite passer justement à la partie Alaric, donc ceux héritiers des montagnes, qui eux, au début de la game ou au début d'une phase de héros, déclarent qu'ils vont tout simplement ignorer la reine -1. Le Stone Mage, c'est le seul personnage à Elementary et à Alérite, justement, de l'armée. Il vaut 130 points versus 140 pour l'autre sorcier de tout à l'heure. Il bouge de 6, 5 points de vie, une bravoure à 8 et une sauvegarde à 5. À 3 pouces au corps à corps, il a un bâton des sommets qui va faire des 3 attaques en 3+, 3+, raid -1, dégâts des 3. Ça, à la limite, on s'en fout. Il va avoir la posture Stone Mage qui dit en gros qu'au début de la phase de combat, vous pouvez dire que cette figurine va adopter la posture Stone Mage. Si vous le faites, cette figurine et les unités Alaric amis entièrement à 12 pouces ou moins de lui ne peuvent pas faire de mouvement d'engagement à cette phase. Toutefois, améliorer de 1 la perforation des armes de mêlée des figurines choisies. Alors, c'est une vraie bonne aptitude. La question, c'est est-ce qu'on peut adopter cette posture-là et la posture qui permet d'ignorer la reine -1. C'est pas écrit, donc en l'état, on peut le faire. Alors, ça va commencer à faire des poses un peu bizarres, mais du coup, on combine le fait d'ignorer la reine -1 avec le fait d'améliorer sa reine de 2-1. Donc franchement, c'est une bonne aptitude qui ne nécessite pas de point de commandement, c'est très correct pour un perso à 130 points, c'est bien. Le problème derrière, et on s'en rendra compte quand on va parler des Stone Guard, c'est que c'est une unité un peu incohérente par rapport aussi bien aux lanciers qu'on a vu qui vont avoir un rôle de tanking ou d'attrition aussi fort, sauf que eux, là, ne taperont qu'à 1 pouce. Donc se priver de faire des mouvements de conso de 3 pouces pour taper quand t'as un 1 de reine, c'est paradoxal. On s'arrêtera tout à l'heure dessus. En tout cas, ici, on est sur un sorcier qui a un très bon domaine de magie. C'est celui qui a la bravoure à -2. C'est celui qui fait que tu jettes 2 dés à chaque fois que tu veux faire un move et tu l'auras dans le cul. Et là, en plus, il va avoir comme sort signature Inflexion Gravity qui se lancera sur du 5. S'il lance avec succès, déjà, ce personnage va pouvoir voler. Ensuite, on va pouvoir choisir une unité ennemie à 18 pouces ou moins du lanceur et diviser par 2 en plus de prendre une blessure mortelle, sa valeur de mouvement. Ouais, il a un très bon arsenal de sorts. Il a le sort très fort qu'on a vu tout à l'heure. Il a le -2 en braverie sur toute la table avec les effets braverie bombe et très bien aussi.
Et mine de rien, il a un sort qui permet de ralentir vos adversaires pour qu'ils arrivent moins vite sur vos serges archers. Donc il est très cohérent avec son coup en point. Voilà, c'est un bon buffer qui a accès à un très bon domaine de magie, qui a des sorts qui sont parfois un peu difficiles à lancer, qui n'a aucun bonus de lancement, à part ceux qu'il va avoir via l'éther ou via la sous-allégeance. C'est un bon personnage qui est cohérent. Yes. On va voir justement comment est-ce qu'il va se synergiser avec les Zalarites Stoneguard. Ils sont jouables de 5 à 15, donc déjà un effectif maximal qui est pas folichon parce que s'ils sont impactés, ils seront plus forcément là pour pouvoir justement répliquer. C'est un petit peu ce qu'on avait avec les Fire Slayers qui sont passés de 30 à 20 et qui grâce à ça sont moins forts. Ils sont forts pour d'autres raisons, mais en tout cas il y a plus d'unités qui sont capables de les impacter et de les coucher. Ici, jouable de 5 à 15, 100 points par tranche de 5 figurines. Ça fait donc 20 points le bonhomme. Il bouge seulement de 4, 2 points de vie. Donc ça fait 10 points le PV. Là plutôt c'est assez cohérent. Bravo à 7 et une sauvegarde à 4. On le rappelle, il a automatiquement le bon mot-clé pour dire qu'il a une sauvegarde à 4 qui ignore la reine -1. Si jamais ils sont pris dans la bonne hoste, donc dans la bonne cité, ils passent en ligne et ils ignoreront les reines -1, -2. Eux ne vont pas avoir de mortels parce qu'ils sont pas de la lumière, ils sont de la montagne. Au corps à corps, ils vont choisir d'être équipés soit de maillet de pierre, soit de pique de diamant. Les deux ont le même profil, sous-entendu à 1 pouce, 2 attaques, 3+, reine -1, dégâts 1. L'un va faire une touche supplémentaire sur un jet de touche non modifié de 6 et l'autre va faire une BM à la place des dégâts habituels sur du 6 pour blesser. Le problème de cette unité, c'est que déjà, elle n'échappera pas à la comparaison avec les berserkers, parce que mouvement de 4, 2 points de vie, les uns ont un Feel No Pain à 4, eux ont une sauvegarde, on va dire, pratiquement éthérée à 4, donc ils sont quand même très comparables sur un coup en point qui est très correct, mais ils n'ont pas du tout la même létalité. Et le problème, c'est qu'une page avant, il y a une unité qui tape plus fort, qui est une ligne générique, qui est un sorcier, qui peut avoir des effectifs plus nombreux. En fait, ils ont un petit manque de létalité. Ils n'ont pas de problème de tanking, dans le sens où, mine de rien, sauvegarde à 4 pratiquement éthérée, on peut leur rajouter le Feel No Pain et 2 points de vie par tête de pipe. C'est costaud. Voilà, c'est pas une unité que tu vas réussir à tuer facilement. Par rapport à ce qui existe dans d'autres armées, un dégât 2 n'aurait pas choqué. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils ont moins de létalité que les gars de base parce qu'ils ont le même nombre d'attaques, mais eux ne font des mortels que sur des 6. Et pas sur des 5-6, ils n'ont pas la possibilité de se lancer sur ça. Alors, ils peuvent gagner une attaque supplémentaire avec les buffs qui vont arriver juste derrière. Ça reste quand même un tout petit peu léger. Par contre, ils ont la règle très sympathique de la force tectonique pour repousser les gars et repiling derrière. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec cette règle-là. Et c'est vrai qu'à premier abord, le profil est quand même un tout petit peu décevant, pas sur son tanking, mais sur sa létalité. Pour des gars qui coûtent quand même 20 points le bonhomme, c'est un tout petit peu cher pour ce que ça fait. Alors, sans vouloir spoil ce qui va se passer dans les autres pages, on va derrière avoir les incarnations des golems des montagnes qui, eux, vont avoir des aptitudes de coup qui permettront à notamment ces gaillards de gagner plus d'une attaque. Mais même passer à 3 attaques en 3+, reine -1, dégâts 1 quand t'es vent dans le dos, même si jamais derrière t'as claqué ton Ether Quartz pour toucher à 2, c'est pas folichon. En fait, le problème, c'est que quand tu combines tout ça, le fait d'avoir 3 attaques qui font des mortels sur les 6, tu as exactement la même stat que d'avoir 2 attaques qui font des mortels sur des 5-6. Et le problème, c'est qu'à côté de ça, tu coûtes pratiquement 33% de plus que le lancier classique pour 2 pouces de mouvement de moins. Donc encore une fois, pour une unité dont le but est de se précipiter sur un objectif et de le tenir jusqu'à la fin de la partie, ces 2 pouces, ils font une vraie différence. Surtout qu'on peut les multiplier par 2. C'est-à-dire que le lancier qui va faire 12, lui va faire 8. Et là, c'est plus de 2 pouces d'écart, c'est 4. Ça commence à faire beaucoup pour cette unité-là. C'est assez dommage. Ce qui peut les sauver, c'est le bataillon, un des 3 bataillons qu'il y a dans l'armée qui permet de les jouer dans la bonne cité. Encore une fois, ils peuvent se retrouver avec une sauvegarde à 4 qui peut passer en sauvegarde à 3 avec les Terre Quartz, qui va ignorer la reine -2 parce qu'ils seront pris dans la bonne sous-allégeance et qui peuvent être relançables. Donc là, on commence à arriver à une unité pratiquement mise bout à bout, à 3+ éthérée, avec un Feel No Pain à 5 derrière. Là, ça devient pratiquement l'unité la plus tanky du jeu. Mais mine de rien, c'est aller choisir la bonne sous-allégeance, prendre le bataillon. Donc dans cette sous-allégeance-là, ça deviendra des lignes, donc vous n'aurez pas d'autres taxes à côté, pour un gameplay qui va consister à se poser sur les objets et attendre que ça passe, avec une létalité assez discutable. Donc ils peuvent être sauvés avec toutes ces synergies-là, mais c'est beaucoup d'efforts pour les amener au niveau des lanciers qui sont des lignes génériques. Petit déséquilibre, je pense, de puissance entre les deux unités d'infanterie classique du Battletome. Et on va terminer la lecture de ce Battletome avec les Zalarites Spirit of the Mountain, aussi bien générique à 340 points que nominatif, donc que personnage nommé avec le roi de la montagne à Valinor à 360 points. Malheureusement, il n'y a pas trop de comparaison puisque le personnage nommé est vraiment meilleur pour 20 points de plus. À voir si on va en jouer plusieurs. Là, pour le coup, on sera obligé d'avoir le nommé et derrière décliner ces espèces de gros golems. On va bouger de 6, avoir 14 points de vie pour le nommer, 12 pour l'autre, une bravoure à 10 et une sauvegarde à
3. On a le mot-clé à la rite, on y aura donc la reine de -1 quand on l'aura déclaré au début du round ou du tour. Ou -2 si t'es dans la bonne sous-allégeance. Exactement. Pour une figurine typée monstre à 360 points, on est quasiment sur les plus grosses patates de forain qu'on va voir sur Age of Sigmar. Et c'est bien quand on voit la tronche de la figurine. En gros, on va au tir faire une explosion géomantique. À 30 pouces, on va faire une attaque en 3+2+, reine -2, dégâts des schistes. Donc c'est quand même un gros caillou qu'on va envoyer. Et surtout que ça tire loin. C'est ça. Mais à la limite, ça, on s'en fout. On n'est pas sur 40k ici, monsieur. Quand même. Au corps à corps, on va avoir le marteau vol-feu. À 2 pouces, on va faire 6 attaques. 3+, reine -1, dégâts flat 5 quand on a un plein potentiel. On a quand même la particularité de se dire que si on ne bouge pas, donc si on se fait charger, sous-entendu, on va avoir une attaque de plus. Et on va avoir comme aptitude de commandement 2 sur des 3 unités entièrement à 24 pouces ou sur une unité, si on a la figurine générique, d'ajouter +1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée. Donc là, en gros, si on charge pas et qu'on fait je veux être une des 3 unités, je vais balancer 8 patates en 3+, reine -1, dégâts flat 5. Vous faites les stats. Si on claque les terre quartz, on va balancer quelque chose comme 25 blessures. Si jamais on le claque pas, on va en balancer 20. Mais c'est là que tu vas claquer les terre quartz pour aller chercher le +1 pour toucher, quoi. À noter que la version non nommée a 2 attaques de moins, donc un vrai problème de létalité. Par contre, c'est pas un héros, mais il a une attitude de commandement. Donc ça, c'est assez sympa de voir des unités, très grosses unités emblématiques, qui ont des aptitudes de commandement sans être en héros et qui ne sont pas des Ossiarques. Parce que jusqu'à présent, seuls les Ossiarques avaient cette règle-là. Après, ce qui est quand même dommage, c'est justement la version non nommée ne soit pas un héros. Parce qu'il aurait été non-héros, même avec ses 2 attaques et ses 2 points de vie de moins, il aurait été customisable avec des artefacts, des choses comme ça, on aurait pu en faire quelque chose. Encore une fois, monstre, sauvegarde à 3, amulette éthérée. On serait directement allé chercher ça. Même s'il y a le sort qui permettait de faire ça, mais du coup, tu aurais pu en avoir 2 éthérés. Et tu aurais pu jouer une domaine monstre. Même si on ne sait pas de quoi est fait le prochain manuel général, effectivement, sur le devenir des objets de maligne portante. Mais là, le problème, c'est que si t'en joues qu'un seul, il n'y a aucune comparaison, tu vas aller chercher le nommé. Ouais. Maintenant, si t'en joues 2, le deuxième à côté, il ramène quand même pas mal. Hein. Yes, j'ai pas parlé quand même justement du fait qu'il va buffer les unités amies à 12 pouces, ou en tout cas nerfer les ennemis à 12 pouces. On va parler justement de Gardien de Hysh, soustrait 1 au jet de touche pour les attaques des figurines ennemies qui sont à portée de cette aptitude. La portée de l'aptitude dépend justement du point de vie qui reste. On va aussi avoir comme dernière synergie possible Symbiose des Stone Mages. Lorsque vous consultez la valeur du tableau de dégâts de cette figurine, et si elle est à 12 pouces ou moins d'un Stone Mage, alors traitez comme si elle n'avait jamais perdu de point de vie. Bon, ça c'est très fort. Ça c'est très fort parce qu'en fait, la comparaison évidente entre ce monstre-là et le monstre équivalent, ce qui est le Spirit of Virtue en fait des Sylvanettes, c'est que le Spirit of Virtue a 3 plus D3 attaques, lui il en a 6, donc il est quasiment systématiquement meilleur. Et le Spirit of Virtue est dégâts 6, mais après il passe à dégâts D6, alors que lui il passe à 5, 4, 3. En fait, il est beaucoup plus fiable en termes de stats. Et en plus, grâce à cette règle-là, sachant que vous aurez un Stone Mage dans l'armée, c'est quasiment indispensable, il sera tout le temps à dégâts 5. Donc pour un châssis équivalent, un nombre de points de vie équivalent et un tanking équivalent, il tape beaucoup plus fort. Ce qu'on demande à ce type de monstre. Est-ce que son mouvement de 6 n'est pas alors problématique? Alors ça aurait été gênant par rapport au Spiritor du Cul qui a lui toutes les règles de trick de forêt, etc. Mais encore une fois, tu as le sort qui permet de passer à mouvement 12. Et le mouvement 12, c'est pile ce qu'il faut pour arriver au corps à corps au tour 2. Et c'est ce dont tu as besoin quand tu payes quand même plus de 300 points, un monstre comme ça, qui va pas non plus tanker trop longtemps et qui va mourir assez vite. Tu as besoin de l'envoyer au corps à corps au tour 2. Voilà. Et il a pile ce qu'il faut en termes de mouvement pour arriver au corps à corps au tour 2. Maintenant, ça nécessitera forcément de lui envoyer ce sort-là. On continue ensuite, cette fois-ci, avec les sorts persistants. Ils sont au nombre de 3, ont une valeur en coup en point qui est complètement cohérente, tout comme finalement les géants des montagnes. On va commencer par l'Ishian Twinstone, qui lui vaut 30 points, qui est un sort persistant prédateur qui se déplace de 8, qui se lance sur du 7 et qui est placé après son lancement entièrement à 6 pouces ou moins du lanceur. En gros, une fois qu'il est placé, on va mettre un petit dé face 1 à côté de lui. Et à chaque fois qu'un sort est lancé par une unité à 12 pouces ou moins de lui, ami ou ennemi, on va incrémenter ce petit dé de 1. Et avant de lancer un sort avec un sorcier ami lui-même à 12 pouces ou moins de cette figurine, il va pouvoir prendre ce dé et ça sera son bonus pour le lancement de son prochain sort. Et à partir du moment où c'est fait, le sort reste et tout simplement on remet le dé sur du 1. Donc c'est à minima tout le temps plus 1 pour lancer son sort, pour 30 points et on peut monter à 4, 5, 6. Ouais, c'est pour ça que moi je le trouve indispensable. C'est un fiabilisateur qui est très peu cher, qui va vous donner plus 1 pour lancer vos sorts dans une armée qui en a besoin, parce que toutes vos unités vont en bénéficier. Encore une fois, toutes vos unités à côté. Mais comme il n'y a pas de Wally Within, vous pouvez très bien faire un cordon avec votre unité, par exemple, de lancier qui va être sur l'objectif, dont le dernier personnage sera pas très loin de ça, pour avoir le plus 1 pour passer le fameux spell signature de l'armée qui permet d'augmenter les BM de 5 au lieu de juste 6. Franchement, je le trouve vraiment très bien celui-là. On enchaîne ensuite avec un deuxième sort persistant qui lui vaut toujours 30 points, donc très accessible et assez sympa à rajouter justement dans sa liste. C'est le Sanctum of Amintok. C'est un modèle qui est constitué de 3 parties qui vont devoir former un cercle, puisque un Sanctum est une sort persistant individuel composé de 3 figurines. S'il est conjuré
retirer les 3 figurines, il va s'invoquer sur du 7. Seulement les sorciers luminettes peuvent tenter de lancer ce sort. S'il lance avec succès, placez une figurine de Sanctum Mementok entièrement à 3 pouces ou moins du lanceur et à plus de 3 pouces de toute autre unité. Puis placez la deuxième et la troisième Sanctum Mementok de sorte à ce que les petits bouts se touchent. Tant que le Sanctum Mementok est sur le champ de bataille, le lanceur et le Sanctum Mementok sont traités comme une seule et même figurine. En gros, il va avoir -1 pour être touché et avoir un bonus de +1 à la sauvegarde. Et le petit effet qui se coule, c'est quand on a une unité ennemie à 3 pouces ou moins de celle-ci, on jettera un dé. Sur 1 à 3, rien ne se passera. 4 à 5, ça sera une blessure mortelle. Et sur du 6, ça sera des 3 blessures mortelles. Aujourd'hui, le seul flou qu'on a, c'est est-ce que le socle de Teclis rentre à l'intérieur de celui-ci, mais ça sonne comme auto-include pour lui. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le sort ne sert concrètement que avec Teclis. Il servira quasiment jamais avec un autre perso, même s'ils sont bons les autres mages et qu'on a envie de les protéger. Payer 30 points de plus pour protéger le mage et utiliser un de ses lancements de sorts pour le faire, on n'a pas envie. Par contre, il rajoute du tanking à Teclis. Logiquement, la figue de Teclis devra rentrer dedans. Maintenant, on n'a pas le modèle, on n'a pas pu vérifier au moment où on tourne cette vidéo. J'espère honnêtement que ce sera le cas. Encore une fois, si Teclis a ce sort, je pense qu'il l'aura forcément si vous jouez Teclis dans cette liste, vous prendrez ce sort-là. Mine de rien, le -1 pour être touché lui rend l'attention messire qu'il n'avait pas dû au fait d'être un monstre. Il améliore encore sa sauvegarde. Donc il faudra choisir entre le rendre éthéré ou améliorer sa sauvegarde de 1, mais dépendamment de l'arène de l'adversaire, vous le ferez ou pas. Encore une fois, ça va participer à sa protection, mais s'il a le temps de jouer. Donc ça résout pas le problème de la fragilité relative de Teclis, mais ça accentue un peu son côté défensif si votre adversaire le laisse en vie. On va terminer les sorts persistants par les runes de pétrification. Là, on est sur un sort qui vaut plus 30 points, mais 70. Il est assez intéressant quand même. En gros, il a une valeur de lancement de 8. Il y sera placé à 18 pouces ou moins du lanceur et on va découvrir l'aptitude transmutation en pierre. Au début de la phase de mouvement et à la fin de la phase de mouvement, jetez un dé pour chaque unité à 6 pouces ou moins de cette figurine. Sur 4+, elle subit des 3 blessures mortelles. De plus, vous serez 1 au jet de course et de charge pour les unités à 6 pouces ou moins de cette figurine et ça n'impacte pas les luminettes. Donc en match miroir, tu l'as dans le cul. Maintenant, là je l'ai lu, il faut l'expliquer. Phase de héros, je le lance. Début de la phase de mouvement, on fait un test pour les unités ennemies. Fin de phase de mouvement, on fait un test pour les unités ennemies. C'est ton tour. Début de ta phase de mouvement, on fait un test, on mesure et on regarde. Et fin de ta phase de mouvement, pareil. Alors en plus, quand tu prends un double tour, c'est assez infâme parce que si le lumière te fait un double tour, tu vas te prendre 2 fois ces phases de mouvement avant de pouvoir bouger à la tienne. En fait, il m'a fait la même chose que le Warpstone Vortex d'Escaven. C'est-à-dire que la première fois, j'ai fait ouais. Et puis en fait, après, on te l'explique, on le voit sur table. Et en fait, si c'est un bon sort. C'est un bon sort qui vaut ses 70 points, qui a une portée qui est relativement correcte. Alors le Vortex, dans sa première édition, on le lançait à beaucoup trop loin. Donc il était trop fort. Il a été faqué, donc il est revenu sur Terre. Lui part encore un peu plus loin que la nouvelle version du Vortex. Pour 30 points de moins, je pense qu'il est vraiment très correct. Ce sort. Il vaut le coup d'être testé. Et on va terminer la lecture des différents bataillons. Comme d'habitude, on a le bataillon d'avant-garde de Teclienne qui lui vaut moins de 100 points et permet de jouer tous les autres bataillons. Donc limite, on s'en fout, c'est pour de l'apocalypse type Age of Sigmar. On va plutôt s'intéresser aux bataillons qui peuvent clairement orienter des listes d'armées. Ils sont équilibrés, une valeur de coût en points accessible et ils permettent de passer justement sous 4 pauses en général, ce qui va vraiment être assez séduisant. On va commencer par le temple Alarit qui va coûter 120 points. Il vous oblige à jouer soit Avalnor, le roi de la montagne, soit un Alarit Spirit of the Mountain. Un Alarit Stone Mage, on l'a vu, c'est le petit sorcier tout à l'heure à 130 points, et de 1 à 3 unités de Alarit Stone Guard, c'est les marteliers qui sont à 100 points, les 5 de 3 à 15 figurines. On va voir comme aptitude peau de pierre. Au début de la phase de combat, n'importe quel nombre d'unités Stone Guard amis de ce bataillon qui sont entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros ami peuvent relancer leur jet de sauvegarde. C'est un très bon bataillon qui sera indispensable si vous voulez jouer une armée basée sur les Alarites, dans la sous-faction qui leur permet d'aller ignorer la reine -2, qui les transforme en lignes. Du coup, dans le bataillon, vous avez vos 3 lignes, moins de pause, un artefact supplémentaire, le CP qui est toujours bon à prendre, et une très bonne règle spéciale pour vos 3 unités. Clairement, vous partez sur Imetrica, vous jouez ce bataillon, vous vous posez aucune question, il est vraiment très correct. Vous avez vos lignes, et en plus de ça, vous ignorez la reine de -1, -2, et je ne l'ai pas dit, mais peau de pierre fait en gros que vous ne pourrez pas engager à plus d'1 pouce. Donc ça va très bien synergiser avec le Stone Mage qui lui va dire vous allez gagner +1 à la reine quand vous êtes en passif. Ouais. Ensuite, on va passer à, pareil, un super bataillon, c'est la Légion Oralan, 120 points. Il vous oblige à avoir un Catalar, c'est donc celui qui permet d'absorber l'intelligence et de la renvoyer sur l'ennemi. Oui, qu'on aurait de toute manière. Ouais. Exactement, qui permet aussi de lancer des sorts qui sont assez fous. De 2 à 4 unités de Vanari Olaran Sentinelle et un nombre égal d'unités de Warden. Sous-entendu, vous allez pouvoir avoir de 2 à 4 unités d'archers et ça vous obligera d'avoir le même nombre d'unités en Warden, donc automatiquement doubler aussi vos lignes parce que chaque unité de Warden transforme une unité de Sentinelle en ligne et ainsi de suite. Donc c'est assez séduisant. On va gagner bouclier de lumière. Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 contre les attaques qui ciblent une
unité de ce bataillon tant qu'elle a 3 pouces ou moins de n'importe quelle autre unité de ce même bataillon. Un très bon bataillon dans sa composition, ce qui permet de jouer beaucoup d'unités. Heureusement, il oblige, si on veut jouer 4 unités d'archer, à prendre 4 unités de lancier. Donc pour un format 2000 points, ça va commencer à devenir un petit peu compliqué de rentrer ça. Heureusement qu'il y a des lanciers dedans, parce que s'il y a vu que les archers... Voilà. Et après, le bonus, c'est très bien, parce que mine de rien, ça donne bouclier mystique sur toute l'armée, ce qui est très agréable à prendre comme bonus, et ce qui va très bien synergiser avec, par exemple, les grosses unités de lanciers éthérés avec Finopane qui vont exploser sur les objectifs. Parce qu'en plus, relancer les 1, ils vont vraiment devenir durs à déloger. Donc c'est franchement un bon bataillon. Et enfin, le dernier, ça va être fer de lance Dawn Rider, qui vaut lui aussi 120 points, qui vous oblige à prendre 2 à 3 unités de cavalerie. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 des attaques d'armes de mêlée effectuées par une unité amie de ce bataillon, qui effectue un mouvement de charge à ce tour. On va donc quand même repréciser. C'est ceux qui, quand ils tapent sur une figurine qui a 1-2 PV, gagnent une attaque. Quand ils tapent sur des figurines qui ont 1 PV, gagnent 2 attaques. Qui, quand ils ont chargé, ont plus 1 pour blesser et moins 1 à l'arène. Et là, en plus de ça, ils vont pouvoir relancer les 1 aux touches. Pareil, c'est bon aussi. Encore une fois, ça permet de faire des armées typées chevalier sur une unité qui était correcte, qui manquait peut-être un tout petit peu de synergie particulière, parce qu'elle n'avait pas de héros qui l'a buffé particulièrement elle. Le bataillon est très bienvenu pour ça. Donc franchement, c'est appréciable d'avoir 3 bataillons pour les 3 vraies manières de jouer l'armée, sachant qu'en plus, on a des sous-factions qui appuient ça. C'est bien, il n'y en a pas 50, mais les 3 sont là, les 3 sont jouables et les 3 font le taf. Et les 3 sont pas pétés. Ouais. Et encore une fois, c'est carrément plus appréciable d'avoir quelque chose où ça va être gratifiant de pouvoir réfléchir, avoir une vraie armée à tricks, que de jouer 120 archers. Et puis ceux-là, tu peux les jouer. Et t'ouvres pas un BT en disant, ok, il y a un bataillon, celui-là il est craqué. Il y a une sous-allégeance, celle-là elle est craquée, je vais jouer que ça. Voilà. Là, tu peux jouer les 3 bataillons, tu peux jouer diverses sous-allégeances. Il y a une unité qui est un peu au-dessus du lot. Mais au final, franchement, j'aime beaucoup ce BT. On a fait le tour, les amis, des Lumines. Est-ce que, après justement cette lecture et du playtest à socle, puisqu'aujourd'hui malheureusement l'armée n'est pas disponible et c'est super frustrant, en tout cas d'avoir sorti cette boîte, est-ce que finalement ils vont nous sortir une armée plus complète après ou, comme d'habitude, sortir les unités au fil des semaines? À voir. Mais difficile de parler d'un positionnement quand même pour cette armée. Bah, mine de rien, quand on faisait les analyses, on avait tendance à dire que pour faire un bon BT, il fallait une bonne magie, ils l'ont, un mouvement correct, ils l'ont, des bons bataillons et des bonnes lignes. Et franchement, il coche toutes les cases, avec même une ligne potentielle qui, moi, me laisse un petit goût amer parce que j'ai peur, malheureusement, que le BT ne se réduise qu'au spam de cette unité-là. En milieu compétitif, je parle. Et j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas parce qu'il y a tellement de richesse à côté. En fait, ce BT me fait un peu penser au BT Idonette qu'on avait mis beaucoup de temps à identifier comme étant un vrai BT très bon. Et en plus, dans le méta actuel, il est comme un poisson dans l'eau. Voilà. Mais à première lecture, on s'était dit c'est moyen. En fait, maintenant avec l'expérience qu'on a sur le retour des analyses des nouveaux BT, on voit qu'il y a des choses à faire. Même si on ne sait pas encore quelle est la bonne composition de liste idéale, il y a quand même beaucoup de synergies intéressantes. Il y a une très bonne magie. Le choix de mettre Teclis ou pas va aussi être beaucoup testé, parce que sur le papier, il est quand même très séduisant. Maintenant, le fait qu'il peut dépoper tour 1 te ferait perdre la partie. Donc, je pense que je vais quand même beaucoup tester, savoir s'il n'y a pas moyen de le rentrer, s'il n'y a pas moyen d'essayer de le protéger. Et il y a par contre, malheureusement, la possibilité de faire des listes un peu idiotes en spammant la même unité qui contourne, on va dire, pour rester poli, toutes les règles du jeu, qui est un peu dommage. Mais il y a vraiment des choses à faire sur ce BT, c'est intéressant. En allié aussi, hein. En allié 280 aussi. points, 20 archers, bah, pas mal d'orders vont aller chercher cela. Alors, en allié, tu as parfaitement raison. En fait, ça, c'est positif dans les archers. Parce qu'ils vont apporter, je pense notamment aux Idonettes. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore les tableaux d'alliance. On sait uniquement que eux peuvent s'allier avec les Idonettes. On ne sait pas encore quelles autres armées pourront les prendre eux comme alliés, mais ça devrait arriver assez rapidement dans le manuel du général. C'est intéressant que les archers puissent apporter à d'autres armées le sniping qu'ils n'auront pas. Mais on pourra rentrer qu'une seule unité de 20. En fait, il y aurait eu, comme à l'époque, tu avais à 40K, 0 unité d'archers. J'aurais dit le BT, il est parfait. Là, le problème, c'est qu'on peut les spammer. Par contre, en alliance, ils sont très bien. Eux aussi peuvent s'allier avec les Idonettes. Ça va être assez intéressant aussi de voir comment les Ishlen Guard peuvent rentrer là-dedans, parce que c'est une unité très tanky et très mobile en projection. Donc, ils auront aussi un rôle défensif. Franchement, c'est un très bon BT avec, malheureusement, c'est notre doléance sur le dernier Battle Tom. Bon, là, ce coup-ci, il n'y en a qu'une unité un peu cheat, page 88, ce coup-ci. Mais voilà, j'aime beaucoup ce BT. Il y a cette petite doléance-là. On va avoir une armée magnifique. On va avoir l'image d'une armée sur table qui est celle qu'on se fait des hauts elfes. On va avoir des phalanges de lanciers, on va avoir des lignes d'archers derrière et on va avoir des petits cavaliers qui font des crochets sur les côtés pour prendre de flanc. Juste pour ça, c'est super cool. La petite doléance, c'est que pour l'instant, le nombre de personnages est limité et on aimerait pouvoir se projeter sur le champ de bataille. Et malheureusement, on va avoir Teclis, la lumière d'Eltarion et 2 pauvres personnages nommés. C'est un petit peu dommage pour ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, on voit vraiment que le BT a été conçu avec, on va dire, les luminettes génériques qui sont les Vanari et les enfants de la montagne. On espère qu'un jour, dans un futur plus ou moins proche, on aura ceux du feu, le zénith, je crois, ceux du vent et ceux de l'eau qui ne sont pas les Idonettes. Voilà. Yes. Donc ça va être intéressant aussi de voir comment cette armée va se développer. Est-ce que ça va devenir
une sorte de nouvelle armée de Stormcast où les chambres s'étaient ouvertes les unes après les autres. Est-ce qu'on aura les temples élémentaux des Illuminati qui vont s'ouvrir les uns après les autres? Ce serait intéressant aussi. Comme tu as dit au début, c'était l'armée des jumeaux Tyrion et Théclis. On a eu Théclis et son armée avec le côté lunaire. On attend Tyrion avec le côté solaire. Exactement. Bah écoute, en tout cas, un grand merci à toi d'être venu découvrir cette magnifique armée. Encore une fois, magnifique au niveau des figurines. Le fluff rattrape la doléance de End Time et aussi des figurines qui vont plaire aux débutants et aux peintres confirmés. Donc vraiment pas mal de bonnes choses au niveau de cette toute nouvelle armée pour Age of Sigmar. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de lumière dessus, de la commenter et de la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus les Wargamers. les Wargamers.